on va poursuivre. Donc, en fait, donc, la dernière fois, donc, on a commencé ce cours en essayant d'expliquer pourquoi il y a un rôle pour l'État pour stimuler la croissance, notamment la croissance par l'innovation. Donc, après, on a pris une approche pigouvienne qui est de dire, voilà, quel serait le rôle idéal de l'État, c'est-à-dire si j'étais un État idéal, quoi. Quelles seraient les politiques les différentes politiques que je peux mener pour stimuler la croissance et l'innovation. Et ensuite, on a commencé à dire, mais oui, mais l'État, ça ne marche pas si bien que ça parce que, eh bien, il y a les lobbies, il y a la capture, il y a les intérêts, il y a différentes choses qui entravent, qui font que l'État ne marche pas aussi bien qu'on voudrait. Voilà. Donc, ce que je vais faire aujourd'hui et pas mal la fois prochaine, c'est d'essayer de dire, mais voilà, il y a quand même des contre-pouvoirs qui peuvent aider et qui peuvent, disons, réduire les inefficacités ou améliorer, disons, la capacité qu'a l'État de stimuler la croissance et l'innovation. Voilà. Donc, qu'est-ce qui peut contrecarrer? Eh bien, les menaces de corruption, les activités, voilà, qui font que l'État ne peut pas pleinement jouer son rôle de stimulateur de croissance. Alors, en fait, je parlerai de différents aspects. Je parlerai de la société civile. Je parlerai de société civile et de responsabilité sociale d'entreprise. Responsabilité sociale d'entreprise. D'accord? On dit RSE. En anglais, on dit Corporate Social Responsibility. D'accord? Donc, je dis, voilà, la société civile a un rôle à jouer. Je discuterai de ce rôle. Ensuite, je parlerai de médias. Le rôle des médias. OK? Et puis, ensuite, aujourd'hui, ce que je ferai pour terminer le cours d'aujourd'hui, c'est de parler d'un nouveau livre qui s'appelle The Narrow Corridor, le corridor étroit. C'est-à-dire qui montre le rôle, comment l'État, ça fonctionne bien quand c'est articulé avec la société civile. Donc, donc je parlerai du corridor étroit. Il n'y a pas de titre français pour le moment, puisque le livre n'est pas encore sorti en français, donc il y a un titre anglais, et le livre vient juste de sortir en anglais. Ça s'appelle The Narrow Corridor, d'accord? Donc là, je fais de traduction mot à mot. Ensuite, donc ça, je pensais faire ça aujourd'hui, d'accord? Et puis, je pensais la prochaine fois, donc responsabilité sociale d'entreprise, et quand je vais parler de responsabilité sociale d'entreprise, je parlerai également du rôle que la société et les citoyens peuvent jouer, par exemple, pour une innovation plus verte, pour le climat. Comment, concrètement, eh bien, les consommateurs, les citoyens peuvent jouer un rôle important pour une croissance plus verte. Donc là, il y aura l'idée voilà, le rôle des citoyens pour une croissance plus verte. Et la prochaine fois, je parlerai du rôle des juges, le rôle du pouvoir judiciaire, d'accord? Voilà, et ça va être un peu tous les voilà un peu les contre-pouvoirs, c'est-à-dire qu'il y a la société civile, il y a les médias, il y a les juges, et je parlerai de ce corridor qu'il y a entre l'État et la société civile. Voilà, donc ça fait un tout, d'accord? Et cette partie-là, je la ferai la prochaine fois. Et après, je parlerai de l'histoire de l'État, comment les États se sont construits. Voilà, et donc, et c'est comme ça que je vais continuer mon cours. Et après, je parlerai de démocratie et du rôle de la démocratie. Voilà un petit peu le menu. Voilà, donc je commence. Alors, donc, oui, je pars avec ça. Donc, voilà. Alors, je vais parler de responsabilité sociale d'entreprise, mais plus généralement voilà, et ce qu'il faut du rôle de la société civile. Si vous voulez, un petit peu, c'est toujours bien de partir d'une pensée avec laquelle on peut ne pas être d'accord,
mais qui a le mérite d'être clairement énoncée. Après, on peut considérer que, voilà, qu'on ne partage pas les idées qui sont argumentées par cette personne. Donc Milton Friedman, je ne suis pas un grand fan personnellement, mais c'est un grand économiste, mais voilà, et il a écrit notamment en 1970 un papier dans lequel il explique que, voilà, selon lui, chacun doit rester dans son rôle, c'est-à-dire que, quelque part, les entreprises, il ne faut pas leur demander pourquoi elles ne sont pas faites. Selon Milton Friedman, les entreprises, leur but premier et leur but unique, c'est de maximiser les profits ou de maximiser la valeur nette présente des profits. Voilà. Donc voilà, et c'est ça, et c'est ce pourquoi ils sont faits. Donc l'idée de Friedman, c'est de dire, ben voilà, aux entreprises de faire ce qu'elles doivent faire. Aujourd'hui, j'ai pas de voix là, ça va pas là. Et puis aux autres de faire le reste. Et en gros, les autres, c'est qui? Ben, d'abord, c'est l'État et les lois. Et en gros, ils disent, ben voilà, qu'est-ce qui peut se passer, qu'est-ce qu'on peut craindre avec une entreprise? D'abord, qu'elle traite mal ses salariés. Oui, mais là, il y a le droit, il y a les contrats de travail et le droit du travail. Donc, voilà, donc les entreprises, elles doivent se soumettre au droit du travail, et il y a des contrats de travail, et si elles enfreignent ces contrats, eh bien, elles sont... et là, ça nous amènera la prochaine fois au pouvoir des juges. Donc, vous voyez que là, donc, ça sera important. Déjà, là, je renvoie des choses à ce qu'on fera la prochaine fois quand on regardera les juges. Mais enfin, là, c'est l'idée de dire, ben, je m'en remets aux juges et aux contrats. D'accord? Donc, si une entreprise traite mal ses employés, eh bien, il y a le droit des contrats. Donc, voilà, et les entreprises doivent se soumettre au droit. Et voilà. Et évidemment, l'État est là pour faire en sorte que le droit soit appliqué, parce qu'il faut l'État pour ça, parce que le droit, c'est l'idée que il faut que les sanctions puissent être appliquées, et ça, c'est la violence de l'État qui le permet, d'accord? Donc ça, mais il peut y avoir aussi que les entreprises traitent mal leurs créanciers. Là, il y a aussi des contrats de dette, et les contrats de dette doivent être honorés. Mais ça, à nouveau, c'est le droit qui fait ça, c'est les lois, et l'État est là pour faire appliquer les lois, d'accord? Donc à partir de ce moment-là, l'entreprise, elle doit évidemment respecter la loi, mais il ne faut pas demander aux entreprises plus que de respecter la loi, et voilà, et le reste, elle doit maximiser les profits. Mais il y a autre chose, évidemment, d'entreprise. On peut se dire, les entreprises, elles ont des externalités. Par exemple, elles polluent, ou par exemple, elles font travailler, elles ne se soumettent pas à des lois éthiques. Peut-être qu'il y a des comportements qui ne sont pas éthiques, qui ne sont pas encore régis par la loi, mais qui ne sont pas parfaitement éthiques. Ou par exemple, des entreprises ont des sous-traitants dans des pays où des pratiques qui ne sont pas éthiques sont suivies. Donc, à ce moment-là, ce que dit Friedman, c'est qu'il dit, il y a des impôts, on peut taxer. Voilà, la taxe carbone, par exemple, vous polluez, vous payez. Ou bien, par exemple, si par exemple, vous avez un comportement qui n'est pas civique en matière de débauchage, par exemple, vous voyez, là maintenant, il y a une nouvelle loi où il y a un peu de bonus-malus, enfin à dose homéopathique, je dirais, mais on institue un peu le bonus-malus dans l'assurance chômage, d'accord, pour faire en sorte qu'il n'y ait pas un abus pour de certaines entreprises de recourir à des contrats très courts et de licencier à tour de bras. Donc, dit voilà là, on fait le principe du pollueur-payeur également là. Bon, donc on peut en tout cas, l'idée c'est que ça, c'est à l'État de faire le travail. Voilà, c'est à l'État de passer les lois qu'il faut et de les faire appliquer. D'accord? Il y a également la redistribution, mais la redistribution, ce n'est pas aux entreprises de se charger de la redistribution, dira Milton Friedman, c'est à l'État de se charger de la redistribution, et avec le système fiscal, et avec un système d'allocation, de prestations, etc. Donc, en un mot, tout ce qui est ce qu'on appelle les défaillances, les externalités, le respect de certaines valeurs éthiques, correction d'inégalités, voilà, un certain nombre de choses qui sont des valeurs que la société attribue, que la société souhaite voir respectées, tout ça, il ne faut pas le demander aux entreprises directement, il faut le demander à l'État et à la loi. Et les entreprises, simplement, elles se conforment à la loi. Donc chacun son rôle. Ça, c'est Milton Friedman. Alors c'est très intéressant parce que cette position-là, de manière très intéressante, elle est défendue non seulement par des ultralibéraux comme Milton Friedman, mais elle est défendue également par des gens qui sont très étatistes.
C'est très intéressant. C'est-à-dire que vous verrez des personnes, moi je me suis retrouvé dans un débat avec des collègues tout à fait respectables, eh bien, juristes, et eh bien, ils défendaient le point de vue de Milton Friedman. Pourquoi? Parce que pour eux, eh bien, si on commence à dire c'est à la société de faire ça et pas à l'État, on déresponsabilise l'État, ce qui n'est pas une bonne chose. Donc c'est très bien finalement cette séparation. Vous voyez, mais ils sont friedmaniens, mais pour des raisons différentes. Parce qu'eux, ils ont peur que l'État se désengage. Et pour que l'État ne se désengage pas, il faut le responsabiliser au maximum. Et donc de dire surtout, ne faisons pas faire par les entreprises ce qui revient à l'État de faire. Donc vous voyez, cette position friedmanienne qui vous paraîtra absurde, moi je l'ai vue défendue par des gens tout à fait respectables et qui ne sont pas du tout des mêmes opinions politiques que M. Friedman, à l'opposé des opinions politiques de M. Friedman. Vous voyez ce que je... D'accord? Alors, il y a évidemment des contre-arguments à Milton Friedman. D'abord, le contre-argument, c'est que l'État, comme nous l'avons, vous voyez là, il y a... Ça, c'est vraiment le problème de mon... Je l'écris bien, mais... c'est mon ordinateur qui est responsable. Il enlève le E. Alors des fois, quand je le remets... Putain. Bon. Terrible, hein? Il me pousse à l'anglicisme. Déjà, c'est pas brillant, mais alors mon ordinateur ne m'aide pas. Voilà. Donc la première chose, c'est que l'État, on le sait, peut être capturé, peut être dans les mains, en tout cas influencé. Hein, le mot français exact, c'est influencé par des groupes d'intérêt. Et nous avons vu ça en détail la dernière fois, d'accord? Donc, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin là-dessus, d'accord? Donc ça, c'est un premier contre-argument. C'est qu'on dit à Milton Friedman, quelque part, monsieur, vous idéalisez l'État. L'État, malheureusement, ne marche pas aussi bien que vous pensez. Il y a un deuxième argument, c'est que l'État est mal informé et ne peut pas tout centraliser. Et c'est l'argument que j'ai mis tout en bas. Il fait face à des problèmes d'acquisition de l'information et de coûts de transaction. L'État ne sait pas, dans chaque entreprise, comment les employés sont traités. Peut-être qu'au sein de l'entreprise, on est mieux informé. Donc c'est un problème d'acquisition de l'information. C'est-à-dire que l'État, il ne peut pas tout savoir sur tout. Et donc il y a un problème de nécessité de décentraliser la chose. On ne peut pas simplement dire l'État est en charge. Voilà. Parce qu'il y a des problèmes d'acquisition d'information. L'État voilà, le sommet ne sait pas tout. D'accord? On s'en est rendu compte un petit peu l'an dernier. Voilà. Il a dû faire des petits voyages en province. Bon. Alors, il y a ensuite la territorialité des juridictions. Ça, c'est très important. C'est un peu relié, mais ce n'est pas tout à fait le même argument. Comment, par exemple, intervenir contre le travail des enfants dans des pays où on a des sous-traitants? Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On ne peut pas dire à ces pays, vous faites ci ou vous faites ça. Et pourtant, vous avez des entreprises. Moi, j'étais par exemple longtemps, quand j'étais à Harvard, j'étais dans un comité qui était un comité sur la social responsibility. Et on devait s'assurer que Harvard investissait dans des pays où on n'esclavagisait pas trop les gens, etc. Vous voyez? Alors, je ne sais pas si c'était très efficace, cette commission, mais c'était l'objet de cette commission. C'est-à-dire qu'il fallait s'assurer que, voilà, par exemple, je ne sais pas si en Colombie, on tuait plus que 5 syndicalistes par mois. Est-ce qu'on continue d'opérer en Colombie? Est-ce que si on... etc. Voilà. Est-ce que... Voilà. Et là, on a un vrai problème, puisqu'on ne peut pas dire il y a l'État, puisque l'État, c'est ailleurs. Et pourtant, vous êtes une multinationale. Vous opérez dans d'autres pays. On a bien vu le Bangladesh. Hein. À chaque fois que vous achetez un pullover, demandez-vous comment il est fait, etc. Bon. Donc, si vous voulez, là, il y a à nouveau... Ça va contre, vous voyez, c'est une limite au raisonnement friedmanien. D'accord? Voilà. Donc, et puis, il y a face aux dangers environnementaux, se répand l'idée que l'on doit peut-être sacrifier les profits au nom de la survie de la planète. Et voilà, et peut-être qu'il ne faut pas être obsédé par les profits, et peut-être qu'il faut, voilà, même dans la gestion même de l'entreprise, peut-être changer notre façon de faire. Voilà, c'est des arguments qui sont donnés. Alors, on peut être d'accord ou pas d'accord, mais ce sont les contre-arguments à la vision friedmanienne, d'accord? Après, on peut les discuter, d'accord? Donc, alors là, il y a un très bon article, enfin, qui est un article de Benabou et Tirole, qui est un article de discussion, hein, qui est un article purement d'argumentaire, donc je vais le mettre sur la page web du cours, parce que ça se lit très facilement, c'est des mots, il n'y a pas d'équation dans le... Et alors, en fait, ils disent, voilà, il peut y avoir plusieurs visions des choses. D'abord, il peut y avoir l'idée de gagnant-gagnant. Hein, c'est-à-dire de dire une entreprise, finalement, elle peut vouloir être vertueuse
parce que c'est finalement payant à long terme, quoi. C'est-à-dire que, en fait, il peut y avoir la vision que être vertueux, c'est payant de toute façon. Et on verra une illustration de ça dans un moment avec l'environnement. C'est-à-dire qu'en fait, eh bien, je suis vertueux, mais d'être vertueux, ça m'aide dans la concurrence avec les autres entreprises. Et ça m'aide en fait à gagner, quoi. Donc en fait, voilà. Et souvent, vous voyez des entreprises qui se montrent vertueuses. Elles se montrent vertueuses d'abord parce que certainement leurs actionnaires ou propriétaires sont sincèrement concernés par la survie de la planète ou par d'autres considérations éthiques, mais il y en a qui peuvent le faire même par opportunisme, c'est-à-dire de dire, eh bien, moi je veux par exemple, voilà, me faire une marque en disant, voilà, je fais des pulls bio, je fais des vêtements bio, ou je fais de la, voilà, je produis et j'ai un modèle d'organisation, etc. Eh bien, c'est bon à la fois. Ikea, par exemple, certaines pratiques d'Ikea en France, je crois que ça n'a pas été bon pour les profits d'Ikea en France, vous voyez. Donc, ça peut être gagnant-gagnant de se conduire bien. Finalement, on peut gagner sur tous les tableaux, parce que d'abord, on se conduit bien, et puis deux, comme les gens sont informés, ils viennent plutôt acheter maintenant dans des entreprises qui sont vertueuses. Donc, on peut dire finalement, les entreprises, voilà. Mais je vais illustrer ça de manière plus détaillée avec cet exemple de la croissance verte. D'accord ? Donc c'est en fait profitable à long terme pour une entreprise de bien se comporter. Ça, c'est une vision qui est gagnant-gagnant. Il peut y avoir une autre vision. Là, j'ai encore fait une faute, il manque un U, c'est délégué, pas délégé. Eh bien, c'est de dire, eh bien, voilà, il y a l'idée que l'entreprise, en fait, c'est très lié à l'histoire de l'information, c'est-à-dire que comme l'État ne sait pas tout, c'est mieux de déléguer aux entreprises eh bien, la mise en œuvre des valeurs sociales. Donc c'est une vision de l'entreprise où on dit l'entreprise, eh bien, c'est un acteur de la vie sociale, elle est porteuse des valeurs sociales, et comme c'est un acteur important, et elle est mieux informée, et donc c'est à l'entreprise de mettre en œuvre ces valeurs sociales, d'accord ? Car c'est dur pour le centre d'avoir l'information nécessaire sur les pratiques locales. Pardon, là, je ne veux pas que je marche sur des vêtements. Donc voilà, donc l'idée c'est que l'entreprise se charge de faire appliquer des normes sociales. Ça c'est une autre vision, d'accord ? Et puis il y a une troisième vision, c'est que quelque part, qu'est-ce que c'est qu'une entreprise ? Voilà. Eh bien, une entreprise, c'est beaucoup de choses. Moi, je fais un cours sur la théorie de l'entreprise. Je veux dire, c'est un domaine passionnant. Je pourrais faire un cours entier là-dessus. Ça a donné le Nobel il y a plusieurs prix Nobel qui ont été donnés sur la théorie de l'entreprise. Domaine absolument passionnant. Et notamment, Oliver Hart a eu le Nobel il y a 3 ans pour ses travaux sur la théorie des contrats et de l'organisation de l'entreprise. Et si vous voulez, l'idée, c'est que l'entreprise, elle appartient d'abord à ses actionnaires. Et pourquoi ils devraient forcément maximiser le profit ? Je veux dire, les actionnaires, l'entreprise, elle est là pour faire plaisir aux actionnaires. Alors évidemment, il y a les actionnaires présents, futurs, etc. C'est un peu compliqué. Mais pourquoi forcément c'est la valeur monétaire de l'entreprise qui devrait être l'objectif ? Et peut-être que de nombreux actionnaires sont prêts à payer davantage pour une voiture électrique, par exemple. Ils sont ce qu'on appelle en anglais pro-social, quoi. Ils ont des valeurs sociales, quoi. Ils ne s'intéressent pas juste à gagner plus d'argent. Il y a l'idée d'être pro-social. Et à ce moment-là, alors évidemment, Friedman là revient et il dira oui, mais on peut à nouveau, l'État peut s'en charger de ça. Peut-être que je suis un actionnaire pro-social, mais à la limite, j'ai qu'à me dédoubler. D'un côté, je vote pour des gouvernements, et de l'autre, je suis actionnaire, je m'occupe de la maximisation des profits. La vision friedmanienne, là, c'est de dire, vous êtes un individu dédoublé. Vous êtes à la fois un électeur, un citoyen électeur, et vous êtes en même temps un actionnaire. Et vous faites un peu comme faisait Yitzhak Rabin quand il parlait de comment traiter avec, voilà, dans le conflit palestinien. Il dit, voilà, quand je suis actionnaire, j'oublie que je suis citoyen, et quand je suis citoyen, j'oublie que je suis actionnaire, voilà. Et je me dédouble. Mais il y a des cas qui sont un peu compliqués. Par exemple, qu'est-ce qui se passe si vous êtes actionnaire des magasins Walmart qui vendent des fusils automatiques ? Qu'est-ce que vous faites dans ce cas-là ? Vous êtes quoi ? Compliqué, hein ? Voilà. Donc, je vous pose la question. Je ne sais pas si parmi vous, il y a des actionnaires de Walmart. Mais c'est voilà. Posez-vous la question. Je ne veux pas vous empêcher de dormir ce soir, évidemment. Voilà.
Alors, Hart et Zingales, qu'est-ce qu'ils proposent? Ils disent, ben voilà, pourquoi il n'y aurait pas, sur des décisions importantes qui ont des implications sociales importantes, eh bien, il y aurait des référendums entre actionnaires, par exemple. Pourquoi pas organiser un système comme ça, qui fait que du coup, ben, sur ces choses-là, ils votent, on agrège les préférences, si vous voulez, de cette façon-là, plutôt que de dire simplement les profits. Voilà. Est-ce que sur des décisions comme ça, il ne devrait pas y avoir un vote, un référendum des actionnaire sur des grandes décisions? Voilà, c'est une idée qui est maintenant dans l'air et qui est, voilà, qui est débattue. Et alors, voilà, je vous laisse, je n'ai pas d'opinion toute faite moi-même, et voilà, en tout cas, il y a des débats sur ces choses-là. Je voulais simplement vous parler un peu de ce débat sur la responsabilité sociale d'entreprise. Alors voilà, donc, comme je disais tout à l'heure, la vision friedmanienne, elle est portée à la fois à la gauche et à la droite du spectre politique, puisque, je vous ai dit, là, à la gauche, on a très peur que l'État ne fasse pas son travail. Donc, tout ce qui peut dire d'autres peuvent faire le travail, ils ont peur que ça déresponsabilise l'État. D'accord? Et à droite, on dit que, bah, de toute façon, on pense que les entreprises doivent maximiser le profit. Donc, voilà un petit peu le point de vue là. Alors, comme je ferai une transition vers les médias, je voulais déjà vous parler du média et des entreprises. Alors là, il y a des choses très amusantes. Par exemple, il y a la... Alors, est-ce que j'ai parlé de Heinz? Je vais parler d'abord, oui, de SK Telecom en Corée. Je ne sais pas si vous avez des actions dans SK Telecom en Corée du Sud. Voilà, en tout cas, c'est une chose très intéressante, parce que vous avez souvent dans les compagnies, vous savez, vous avez dans des holdings, vous avez la maison mère, d'accord? Je le fais là. Hein, vous avez la maison mère et vous avez et voilà, enfin, vous avez l'entreprise, et voilà. Non, et là, ici, bon, disons qu'il y a l'entreprise, et puis l'entreprise, elle a des sous-traitants, d'accord? Je peux avoir des sous-traitants là et là. Et eh bien, la compagnie SK Telecom, eh bien, elle faisait des fausses factures, enfin, elle surfacturait à des sous-traitants qui se trouvaient appartenir au PDG de SK Telecom, quoi. Voilà, donc ça arrive, c'est comme ça, hein. Voilà. Hein. On dirait que c'est humain, mais enfin, ce n'est pas très éthique, hein, d'accord? Et alors, à ce moment-là, c'est très intéressant ce qui s'est passé, parce que pendant longtemps, le gouvernement n'a rien fait, mais il y a... eh bien, l'université de Corée, c'est quelque chose qui s'appelle People's Solidarity. Vous voyez, c'est vraiment du français. Vous savez, l'anglais, plus de la moitié de l'anglais, c'est du français, l'autre moitié, c'est de l'allemand. Donc, si vous parlez... Déjà, vous connaissez le français, vous connaissez plus de la moitié de l'anglais. Et puis l'allemand, c'est l'autre moitié. Alors, Solidarity for Participating Democracy. Vous voyez, c'est que du français, là. Hein. Voilà. Et en fait, c'est l'université de Corée. Hein. C'est l'université de Corée. Voilà. Eh bien, ils ont montré ce qui se passait. Ils ont dit, voilà, ils ont révélé le scandale. Et puis, le FT, eh bien, s'en est emparé, et finalement, eh bien, ils ont obtenu que ça s'arrête, quoi. C'est comme ça que ça s'est passé. Mais il a fallu quand même que le FT intervienne. Donc les médias locaux n'ont pas suffi dans ce cas-là. Mais vous voyez, un rôle des médias, mais c'est quand même venu de la société civile. C'est la société civile, via les médias, qui ont remis dans le droit chemin cette compagnie, South Korean Telecom, qui n'est pas n'importe quelle compagnie quand même, hein. C'est le monopole des télécoms. Voilà, alors que précédemment, eh bien, il y avait eu des tentatives directes d'action légale, et elles n'avaient pas marché. Donc, évidemment, les juges, le pouvoir judiciaire n'avait pas joué son rôle en Corée, d'accord? Et c'est la société civile, avec les médias, qui ont remis les choses en place, d'accord? Donc ça, c'est voilà déjà un exemple intéressant. Il y a un autre exemple amusant, qui est l'exemple de la firme Heinz. Donc, à nouveau, moi, je vais vous dégoûter de manger, etc. Et en fait, bah, ils vendent du thon, d'accord? Mais le thon, en fait, ce qui se passait, c'est que le thon était pêché par des compagnies, notamment panaméennes, Panamanian Tuna Boat, et ils tuaient des dauphins en même temps qu'ils pêchaient du thon, ce qui n'est pas très sympathique, d'accord? Et à ce moment-là, Greenpeace, Human Society et Earth Island Institute, eh bien, ils ont lancé l'idée d'un boycott du thon, parce que le thon, la pêche au thon
ça était assorti eh bien, de meurtres de dauphins. Voilà. Et à ce moment-là, Heinz eh bien, s'est engagé à ne vendre que du Dolphin Safe Tuna. Voilà, c'était important, et ils ont fait toute une campagne, et c'est comme ça que Heinz s'est préservé, peut-être par rapport à d'autres concurrents, en disant, moi, mon thon à moi, il n'a pas de sang sur les mains. Voilà, hein. Donc, je n'ai pas de sang sur les mains, en tout cas, quand je... Ouais. Donc voilà. Donc, voilà. Donc, c'est intéressant, et donc, voilà. Et donc, voilà ce que font un peu Zingales et Rajan. En fait, si vous voulez, pour mesurer la gouvernance d'entreprise, on sait par exemple que quand les bénéfices privés du contrôle, par exemple quand vous devenez actionnaire majoritaire, tout d'un coup, votre action se met à grimper énormément, c'est que quelque part, il y a beaucoup de bénéfices privés du contrôle, même peut-être trop. Et ce n'est pas, disons, une bonne mesure que la gouvernance de l'entreprise est bonne. En général, en passant de un peu moins que la moitié à plus la moitié, ça ne devrait pas complètement grimper au plafond. C'est en général mauvais signe. C'est le signe qu'il y a des avantages qui viennent, un peu trop d'avantages, de perks, comme on dit en anglais, de bénéfices privés. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que dans les pays... dans les pays où donc Zingales, c'est toujours Zingales qui a fait ses études, et dans les pays où la presse est plus libre, eh bien la valeur cette mesure, disons, de mauvaise gouvernance des entreprises est plus faible. Donc ils ont fait des études en montrant que là où vous avez davantage de liberté de la presse, eh bien il y a moins de corruption des entreprises, moins de bénéfices privés des entreprises. Et également, elle montre plus de soucis pour les choses environnementales. Donc c'est intéressant, on montre déjà un lien entre les aspects entre, disons, les médias, la liberté des médias et eh bien, des mesures de bonne gouvernance d'entreprise et également des mesures de soucis de l'entreprise pour la chose publique. Et c'est intéressant d'ailleurs de voir le lien qu'il y a entre bonne gouvernance de l'entreprise et quand même que l'entreprise soit éthique d'une certaine façon. Voilà, donc je voulais simplement mentionner ces points-là. Voilà. Donc, je crois que j'ai fini pour cette partie, et maintenant je passe à la deuxième, qui est de montrer ce qui se passe. Avant de passer aux médias, je reviendrai aux médias tout à l'heure, et je vais vous parler d'une étude qui est, alors diaporama. Alors, est-ce que je suis toujours dans les temps? Voilà. Alors, c'est en anglais, mais je vais tout traduire en français. L'idée, c'est la suivante. C'est de dire, voilà, on sait que l'an dernier, on a essayé la taxe carbone. Il faut la réessayer. Il ne faut pas abandonner. Et d'ailleurs, je parlerai la fois prochaine d'une étude très intéressante du Conseil d'analyse économique sur comment repenser la taxe carbone mieux que ça a été fait l'an dernier pour que ça passe, Parce que, évidemment, et on va le revoir ici, la taxe carbone est un instrument important pour que les entreprises redirigent le changement technique vers le vert. Vous vous souvenez, quand j'ai parlé de politique industrielle, je vous ai dit qu'un des arguments pour la politique industrielle, c'était que les entreprises, spontanément, n'allaient pas vers l'innovation verte. Il fallait les influencer. Et un des moyens de les influencer, c'est la taxe carbone. Mais je vais vous montrer un autre moyen qui est complémentaire. Et ce moyen-là, il a à voir avec la société civile. Alors, où est-ce que j'ai mis mon... voilà, donc je vous montre ce... ah oui, alors là, je suis un peu embêté parce que donc là, le pauvre... Ça, c'est Milton Friedman, vous voyez, mais il est un peu... Il n'y a pas moyen de me... Ah, c'est gentil. Oui, parce que là, voilà, ça, c'est très gentil, voilà. Et puis, alors, me-le un peu... On va me la maigrir, le Friedman. Il est un peu trop... on va le faire maigrir un peu, là. Hein, voilà. Voilà. Merci. Super. Voilà. Donc ça, je répète ce que j'ai dit tout à l'heure. Hein, ça, c'est en anglais. Hein. Chacun doit faire sa partie. Donc ça, c'est Friedman. D'accord. Mais d'un autre côté, je vous ai mentionné Benabou-Tirol, eh bien, il y a des choses qui sont globales comme l'environnement, et un seul pays ne peut pas traiter ça, il faut des accords internationaux, donc ça c'est une raison pour laquelle on ne peut pas juste déléguer à l'État national. Je vous ai donné les trois autres raisons. La première raison s'ajoute à celle que je vous ai donnée tout à l'heure. La deuxième raison, c'est que les gouvernements sont sous l'influence des lobbies. Il peut y avoir une autre raison, c'est que les taxes carbone sont impopulaires, donc ça... Et puis, voilà. Et puis, une demande des citoyens de se conduire mieux.
Alors, la taxe carbone est certainement un moyen, mais il y a d'autres choses. Et l'autre chose, c'est qu'il y a deux forces qui sont importantes. Et elles sont importantes parce qu'elles ont des applications en termes de politique. Alors, il faudrait que je trouve un... voilà, je vais effacer le tableau là, et je vais effacer tout ça. Alors, on a 2 secondes. Alors... Il y a 2 forces supplémentaires. Voilà, la taxe carbone, il faut la faire et intelligemment. Et je vous dirai la semaine prochaine comment certains de mes collègues ont réfléchi à une manière de faire la taxe carbone plus intelligemment que l'année dernière, d'accord? Mais il y a 2 forces importantes. L'une, c'est ce qu'on appelle les values, c'est-à-dire la demande, comment je pourrais dire ça, le souci environnemental des citoyens. Le souci environnemental, hein, environnemental des citoyens. OK, ce que je dirais social values, d'accord? C'est-à-dire à quel point les citoyens souhaitent avoir une économie plus verte, d'accord? Et l'autre chose, c'est la concurrence entre entreprises. Eh bien, il se trouve qu'en fait, eh bien, on peut jouer sur ces forces-là. Et pourquoi c'est intéressant, ces 2 forces-là? Parce que les valeurs, on peut influencer les valeurs. Comment vous influencez les valeurs? Mais par l'éducation, par les programmes télévisés, en montrant... j'ai vu par exemple des émissions faites par la BBC extraordinaires qui montrent les drames, enfin qui montrent le pôle Sud, etc. Mais c'est vraiment des émissions formidables et qui ils vous montrent tout l'écosystème et ensuite comment l'écosystème est massacré par le réchauffement climatique. Je veux dire, il y a vraiment ça, c'est-à-dire donc là, on peut agir directement sur la demande par l'éducation, mais à l'école, à la télévision, dans des programmes, etc. Donc là, c'est vraiment un domaine très important d'action. C'est-à-dire ça s'affecte, ça change, ce n'est pas une variable qui est immuable. On peut vraiment on peut agir sur cette variable-là. Et l'autre, donc ça c'est l'éducation, je dirais, au sens large, qui agit sur ça. Et là-dessus, c'est la politique de concurrence, simplement, vous voyez? La politique de concurrence. C'est très important. Je vous ai déjà parlé, moi, du rôle de la concurrence pour stimuler l'innovation en elle-même. Mais il se trouve que la concurrence peut jouer un rôle pour stimuler l'innovation verte. Vous voyez? Et alors maintenant, je veux savoir, qu'est-ce que ça donne, en fait, en pratique? Voilà, est-ce que je peux dire quelque chose? Et alors, j'ai déjà montré avant que, eh bien, si j'augmente la concurrence, j'ai toujours fait l'idée, je vous ai toujours expliqué, voilà, vous êtes une classe homogène, mais si certains d'entre vous sont un peu meilleurs que d'autres, je fais venir quelqu'un de très bon, les meilleurs vont vouloir faire davantage pour rester les meilleurs, alors que les autres seront découragés. Donc ça, je vous ai parlé de ces effets de la concurrence, mais je n'ai jamais parlé des effets sur l'innovation verte. Alors évidemment, la concurrence, c'est un truc un peu difficile, parce que si j'augmente la concurrence, en même temps, ça fait baisser les prix. S'ils avaient baissé les prix, ça augmente la consommation. Mais ça augmente l'échelle de production. Ça tend à créer plus de pollution, pas moins de pollution. Vous voyez, la concurrence en elle-même, elle n'a pas de raison, a priori, d'être bonne pour l'environnement. Parce qu'il y a un effet immédiat, c'est l'effet Chine, par exemple. Vous voyez, voilà, vous faites baisser les prix, eh bien, ça augmente la taille de l'économie. Quelque part, là, beaucoup plus de gens accèdent, et du coup, vous risquez d'augmenter la pollution. C'est un effet d'échelle. Donc ça, c'est plutôt un mauvais effet de la pollution. D'accord? Mais d'un autre côté, la pollution, la concurrence peut vous amener, vous, je disais tout à l'heure, à devenir plus vertueux pour faire mieux que le concurrent. Donc il y a ces 2 effets-là. Lequel va dominer? Mais ça va dépendre des valeurs sociales, des valeurs dans la société. Si vous êtes dans une société qui est dominée par des gens qui se moquent totalement de l'environnement, je risque que ce soit le premier effet qui domine. Mais si je suis dans une société où les gens, vraiment, où les consommateurs veulent, se soucient eh bien, d'aller vers une économie plus verte, eh bien, à ce moment-là, le deuxième effet peut l'emporter. Et donc, on voit bien qu'il y a une articulation entre, d'un côté, la concurrence et de l'autre, les valeurs sociales. L'un fait appel à la politique de concurrence, l'autre fait appel
à la politique d'éducation. Et vous voyez très bien comment... Et vous voyez, je n'ai pas parlé de taxe carbone, là, pour le moment. C'est en plus de la taxe carbone. Vous voyez, c'est comme certaines maladies, il faut plusieurs médicaments, vous voyez, pour les traiter. Et bien là, je vous en donne un autre. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire la taxe carbone intelligemment. Et j'en parlerai la prochaine fois. Mais ça veut dire qu'il y a également d'autres forces qui peuvent aider à aller vers plus de vert. J'avais parlé aussi des subventions à l'innovation verte la dernière fois, d'accord? Enfin, au début. D'accord? Donc, en fait, eh bien, ce qu'on va montrer, c'est qu'on va montrer que, eh bien, il y a une complémentarité, c'est-à-dire que ce qui est bon, c'est la combinaison des deux. Concurrence interagit avec values, avec des values pro-environnement, des valeurs pro-environnement. Eh bien, ça c'est un très bon... Ça marche, quoi. Là, cette combinaison-là, elle est gagnante. D'accord? C'est les deux ensemble. Voilà. Et ça, on le montre. Voilà, on le montre empiriquement. Donc, on fait une étude avec Alexandra Roulet, qui est à l'INSEAD, et avec Roland Benabou, qui est à Princeton, et avec Ralph Martin, qui est à Londres. Et eh bien, ce qu'on regarde, c'est on regarde justement l'effet de ça sur est-ce que l'innovation est plus verte ou moins verte. Vous vous rappelez que je vous avais montré tout d'avant quel était l'effet de la taxe carbone sur l'innovation verte ou pas verte. Eh bien, on reprend les mêmes données, mais cette fois-ci, au lieu de regarder d'abord l'effet de la taxe carbone, on regarde l'effet de cette combinaison-là, qui est encore autre chose que la taxe carbone. D'accord? Est-ce que, quand il y a à la fois de la concurrence et une bonne politique éducative pour montrer les effets catastrophiques du réchauffement climatique, je fais les deux ensemble, est-ce que ça marche? Et l'idée, c'est, le résultat, c'est que ça marche. Alors, en fait, comme la dernière fois, comme quand j'avais regardé l'effet des taxes carbone, je concentre sur l'industrie de l'automobile, je distingue entre des innovations qui se rapportent au moteur à combustion, que j'appelle dirty, qui est pour sale, qu'il y a des belles innovations sur le moteur à combustion qui essaient d'économiser, je les appelle grey, et puis j'ai des innovations qui se rapportent au moteur électrique et que j'appelle clean. Alors, il y a des innovations que j'appelle grey, il y en a même d'autres encore, par exemple les ceintures de sécurité ou les sacs de protection dans les voitures. Bon, ça, c'est très difficile de les classer comme clean ou dirty, d'accord? Et voilà un petit peu l'évolution, de ces différentes innovations au cours du temps. Et vous voyez quand même qu'il y a une baisse de la part des salles, des innovations qui sont polluantes, et quand même une légère augmentation des parts qui sont clean, mais avec, disons, sur la dernière période, une décroissance. Mais quand même, dans l'ensemble, c'est quand même plutôt une vision optimiste, c'est-à-dire que quand même, les innovations dans l'automobile deviennent de plus en plus... La part des propres augmente et la part des innovations sales tend à diminuer. C'est quand même pas mal. Voilà. Il se passe quelque chose. Alors, sur la dernière période, voilà, donc ça, c'est déjà... Ça vous donne un peu une idée de l'évolution des différents types de brevets sur l'automobile, d'accord? Avec augmentation du clean et réduction du dirty. Alors maintenant, moi, qu'est-ce que je veux faire? Je veux construire un indice pour mesurer le souci environnemental. Comment vous faites pour mesurer ça? Alors, en fait, eh bien, on utilise, c'est un indice qui vient du International Social Survey Program et du World Value Survey, et on construit à partir de tout ça un indice qui en fait résume, résume le résultat, les réponses à plusieurs questions. Voilà. Et à partir de ces réponses, on construit un indice. Voilà. Alors, par exemple, est-ce que vous seriez prêt à payer beaucoup plus d'impôts pour protéger l'environnement? Le 5, c'est oui, c'est le plus d'impôts, et le 1, c'est le moins. Ça, c'est une mesure. Une autre, c'est à quel point seriez-vous prêt à payer un prix plus élevé de façon à protéger l'environnement? 3, je serais prêt à abandonner une partie de mon revenu si j'étais certain que cet argent était utilisé pour réduire la pollution. Voilà. Et donc, je rassemble des informations là-dessus. J'ai plus de 42 pays qui incluent les États-Unis, les pays européens, le Japon, la Corée, etc.
et j'ai des vagues, parce que vous voyez, c'est pas tous les ans qu'il y a ça, ça vient par vague. Et donc, je fais une vague 98-2002 et une vague de 2008-2012. D'accord? Et alors, ce qui se passe, c'est que malheureusement, la tristesse un peu, c'est que mon indice, il s'est réduit entre là et là. Alors, c'est vrai que j'espère que si je faisais maintenant, peut-être depuis 3-4 ans, ça remonte. Mais c'est vrai que ça a baissé. Alors, moi, je me suis demandé si aux États-Unis, ça n'avait pas baissé un peu à cause du gaz de schiste. Mais en même temps, ça a dépollué d'avoir du gaz de schiste. Donc j'ai toute une autre analyse que je fais, mais je ne vous présenterai pas ici, sur les conséquences de la révolution du gaz de schiste. Mais c'est intéressant de voir qu'il y a eu, disons, eh bien, ces valeurs se sont détériorées. Et vous voyez, donc c'est intéressant. D'ailleurs, vous voyez bien que dans certains pays comme les États-Unis, je ne prends que celui-là, ça ne vous frappe pas par le fait que les valeurs soient très en vogue en ce moment. D'accord? Donc il y a voilà, ce déclin. Alors effectivement, si je pouvais faire une vague plus récente, peut-être que les choses remontent, mais ça, je ne peux pas vous le dire parce que ça n'a pas été fait. Voilà, donc ça, c'est pour mesurer les valeurs. Donc je mesure dans différents pays. Et alors ensuite, je dis, voilà, il y a une entreprise, et vous, je veux savoir, l'important pour vous, vous êtes une entreprise, et donc m'a dit, tu es une entreprise, et tu opères dans plusieurs pays. Donc, comment je peux savoir à quelle valeur tu es soumise? Eh bien, je vais voir si tu veux, tu es plus ou moins exposé dans différents pays. Il y a des pays où tu opères beaucoup et des pays où tu opères peu. Donc, je vais créer un indice qui t'est propre, enfin, qui est pour toi propre, pas au sens de l'énergie propre, hein, qui t'est personnel, en disant, voilà, je vais donner beaucoup de poids aux valeurs du pays où tu exportes beaucoup et moins de poids aux pays où tu exportes moins. Ou beaucoup de poids aux pays où tu brevettes beaucoup et moins de poids aux pays où tu brevettes moins. Et je construis un indice de MADI, d'exposition aux valeurs, tu vois, puisque toute firme opère dans plusieurs pays. Donc je dois construire un indice qui tient compte des parts des différents pays. Si toute mon activité est dans un pays qui se moque des valeurs environnementales, ben mon indice moyen sera très mauvais, d'accord? Si j'opère principalement dans un pays qui montre beaucoup d'intérêt pour la chose environnementale, j'aurai un indice qui le reflète. Vous voyez ça, d'accord? Donc voilà, donc je vais boire un petit peu d'eau quand même, parce que je me déshydrate facilement. Donc je construis cette... et alors maintenant, comment je mesure la concurrence? Alors là, je ne vais pas vous embêter, ne regardez surtout pas les équations. Simplement, il y a plusieurs choses. Il y a d'abord un indicateur de la Banque mondiale qui mesure le niveau de openness, c'est-à-dire qui mesure l'ouverture au commerce international. C'est une mesure de concurrence. Il y a des pays plus ou moins fermés au commerce international, d'accord? Donc ça, c'est une mesure de la Banque mondiale, elle est connue, elle est classique. Il y a une autre mesure qui est une mesure une mesure inverse de concurrence, qui est les réglementations. Il y a des pays où il y a beaucoup de réglementation, donc il y a moins de concurrence. Il y a des pays où il y a moins de réglementation. Et en particulier, l'OCDE fait ça très très bien, à partir d'un questionnaire, mais c'est un indice très, très fidèle, qui est très bien, qui mesure aussi de manière inverse le degré de concurrence, d'accord? Si par exemple je suis dans un pays où pour créer une entreprise, il faut 3 ans, des autorisations à n'en plus finir, etc., là, ça vous donne un mauvais indice de concurrence, puisque ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup d'entrées de nouvelles entreprises dans ce pays, d'accord? Donc ça, c'est une autre mesure. Et puis alors, sinon, il y a une mesure qui est une mesure individuelle, c'est-à-dire un pays où les entreprises ont des marges énormes, typiquement, elles ont moins de concurrence. Alors, on peut avoir des marges parce qu'on innove, mais voilà, on le mesure par les normes, ou bien par des indices de concentration. On peut dire, est-ce que par exemple tout est fait par une entreprise dans ce secteur, ou il y a plusieurs entreprises dans le secteur? Là, on peut avoir des mesures de ce type, qui sont des mesures plutôt au niveau des entreprises, d'accord? Voilà, alors là, qu'est-ce que je vais mesurer? Donc, ne vous embêtez pas avec l'équation, ce que simplement je mesure, je regarde comment la propensité à innover propre, ma propensité à innover, à avoir des brevets propres, dépend des valeurs, de la concurrence et de l'interaction entre les deux. C'est ça qui m'intéresse, moi. C'est l'interaction entre concurrence et les valeurs, d'accord? C'est ça que je veux regarder, d'accord? Et voilà. Et voilà le tableau, le premier tableau. D'abord, vous voyez que les valeurs, voyez, c'est surtout la colonne 1 qui est importante. Ce qui m'intéresse, moi, c'est la propensité à innover propre plutôt que sale. Et vous voyez que les valeurs, heureusement que c'est comme ça, les valeurs, c'est bon. Quand un pays où vous avez des valeurs
et c'est même un truc que je fais avec des effets fixes, c'est-à-dire que si tout d'un coup les valeurs augmentent dans un pays, d'une période à l'autre, eh bien, il y aura davantage d'innovation propre dans ce pays. Donc déjà, c'est une première chose. Les valeurs, c'est bon en soi. Ça, c'est rien que ça, c'est bon. Les valeurs, c'est utile. Voilà, faites déjà l'éducation, d'accord? Deuxièmement, la concurrence, dans presque toutes les spécifications, mais la concurrence, elle est bonne pour toutes les innovations. Vous voyez, les propres et les pas propres, parce que la concurrence m'incite à innover plus. Alors, j'innove dans ce à quoi je suis bon, où que j'aille. Donc, la concurrence en elle-même, elle n'a pas vraiment une direction. Vous voyez ce que je veux dire? Par contre, vous voyez, c'est ça qui est important. Ça, c'est l'interaction entre concurrence et valeur. Plus de concurrence a un effet plus grand dans un pays avec des valeurs plus pro-environnement. C'est ça que ça veut dire, l'interaction. D'accord? Plus vos valeurs sont pro-environnement, plus une augmentation de la concurrence va avoir un effet positif sur votre propensité à innover propre. Vous voyez? C'est ça qui est important. Donc, il faut la combinaison de la concurrence. Pourquoi? Parce que, en fait, les entreprises, eh bien, dans des pays où les valeurs sont en faveur de l'innovation propre et de l'innovation verte, eh bien, c'est les consommateurs qui poussent les entreprises. Vous voyez? Mais ça, je parlais tout à l'heure de la valeur gagnant-gagnant. On est dans un gagnant-gagnant, là, parce que, en fait, quand vous êtes dans un pays où les valeurs sont pour le propre, vous voyez, et il y a de la concurrence, pour mes profits, je veux innover propre. Parce que si je ne le fais pas, les consommateurs qui sont très concernés par le propre, ils vont aller chez les concurrents. C'est pour ça que j'ai besoin de l'interaction, vous comprenez? Mais là, dans ce cas-là, ce n'est pas du tout un raisonnement que l'entreprise a des motivations sociales, ce n'est pas le raisonnement qu'elle est informée. L'entreprise, ici, elle est cyniquement profit. Elle ne s'occupe que des profits. Mais simplement, avec une combinaison des valeurs, éducation et de la concurrence, vous poussez l'entreprise, même la moins civique, à se comporter de manière civique, parce que pour son profit, elle va vouloir se comporter de bonne manière. Vous voyez? Et ça ne passe pas par la taxe carbone, ça passe par l'éducation et la concurrence. C'est une autre force. Maintenant, la taxe carbone, elle est encore là. Vous voyez, regardez. Voilà le log of fuel price. Vous voyez? Le log of fuel price, eh bien, il encourage le clean et il décourage le dirty. Et donc, il a un effet très fort sur le truc. Donc, il faut également la taxe carbone. Donc, on doit revenir à la taxe carbone. On doit reprendre ce qui a été très mal fait l'an dernier et on doit le reprendre et le faire mieux maintenant. Et ça, j'en parlerai avec le CAE, ce qu'a fait la très bonne note du CAE la semaine prochaine. D'accord? Donc, voilà. Donc, il faut revenir. C'est très bien d'avoir ça, mais il faut également ça. Voilà. D'accord? Donc, on doit reprendre l'exercice de la taxe carbone. Voilà. Donc, donc ça, c'est des résultats de robustesse. Ce n'est pas très intéressant. Et alors là, je fais une autre spécification. Au lieu de regarder de construire un indice moyen en moyenne à quel degré de valeur pour l'environnement tu es soumise, je regarde séparément tes innovations dans un pays où il y a beaucoup de valeur, des innovations dans un pays où il n'y a pas. Je ne construis pas un indice qui résume tout, je traite tout séparément. Je regarde tes innovations dans un pays en fonction des valeurs dans ce pays et de la concurrence dans ce pays, et je ne regarde pas tes innovations tout court en fonction d'un indice moyen. Et tu as les mêmes résultats qui viennent. J'ai toujours la value competition qui sort positif significatif. Donc, ou que je construise un indice moyen, ou que je regarde des innovations séparément par pays où j'exporte, sans regarder les parts des pays, eh bien, je trouve les mêmes résultats. Voilà. Donc, conclusion, eh bien, les valeurs sociales, c'est important, et les valeurs sociales, c'est d'autant plus important s'il y a davantage de concurrence. Donc, politique de la concurrence, c'est bien, politique éducative, c'est bien, mais on avait déjà vu qu'il faut éduquer et qu'il faut de la politique de la concurrence. Et mais voilà, donc ça vous redonne, voilà, et là, on obtient quelque chose. Mais vous voyez, là, c'est porté par les consommateurs. C'est-à-dire, on voit que le marché, c'est quand même une bonne chose. C'est-à-dire que le marché, c'est toujours la même idée. Le marché n'est ni bon ni mauvais en lui-même. Mais si vous mettez les bons ingrédients dans le marché, il vous met là où vous voulez. Mais il faut intervenir quand même derrière. Vous laissez le marché. C'est vraiment l'économie mixte, si vous voulez. C'est vraiment l'idée que l'État est là ou d'autres sont là pour qu'il y ait les politiques. Alors évidemment, l'État peut être avec ses défaillances,
mais eh bien voilà, values et competition, en tout cas, ça vous donne quelque chose qui est vertueux quand c'est combiné ensemble, et en plus de la taxe carbone, voilà. Donc je voulais simplement vous montrer, vous illustrer cette idée-là. Voilà. Donc, est-ce que vous êtes encore en vie? Est-ce que c'est très compliqué ce que je fais là? Ça va? Ça va, c'est bon, d'accord. Très bien, alors là, d'accord, donc ça, voilà. Donc je vais maintenant passer. Alors, j'ai deux parties maintenant qui sont importantes. J'ai les médias et les corridors. Alors, les fameux corridors. Vous savez que je me suis réconcilié avec mon ami Acemoglu grâce à ces transparents que nous avons faits avec... voilà, ça a été très important parce qu'on avait une bataille sur les robots. Et en fait, avec ça, il était très content que je parle de leur bouquin. Donc, voilà. Donc ça... Mais quand ils vont voir notre papier, ils vont être moins contents. Donc là, on a une période, disons, on a une période assez de paradis, une période idyllique qui va durer quelques jours. Dès que le papier va sortir, ils vont être à nouveau pas contents, je pense. Il faut toujours prendre le bon moment présent. Voilà, même s'il est éphémère. Voilà. Alors, là, les médias. Je commence un peu sur les médias. Alors, Thomas Jefferson disait « Si je dois choisir entre un gouvernement sans journaux ou des journaux sans gouvernement, je n'hésiterai pas une seule seconde à choisir, à votre avis, lequel ?» Le second. D'accord? À condition que chaque homme reçoive les journaux et soit capable de les lire. Homme de bon sens, quand même. Hein. Voilà. Alors, aujourd'hui, ce n'est plus l'analphabétisme tellement chez nous, en tout cas dans nos pays à nous, mais certaines évolutions dans la structure de propriété et la gouvernance des médias qui, dans certains pays développés, dont le nôtre, peuvent faire craindre qu'ils ne jouent pleinement leur rôle de quatrième pouvoir, leur rôle d'aider à ce que l'État marche mieux. D'accord? Et par exemple, si vous voulez... il y a par exemple un aspect qui distingue la France de l'Allemagne, et j'y reviendrai, c'est qu'en France, des journaux ou chaînes télévisées, je ne vous en mentionne pas lesquelles, eh bien, ils appartiennent à des conglomérats qui opèrent dans d'autres secteurs. Or, ces secteurs bénéficient souvent de commandes publiques. C'est embêtant, ça, quand même, non? Vous ne trouvez pas? Hein, ça crée un peu des conflits d'intérêts, là. Et donc, ça augmente les possibilités de collusion entre les propriétaires des médias et les dirigeants politiques. C'est pour ça que vous voyez certains de ces médias qui changent avec les gouvernements. Ça ne vous a pas frappé? Puis regardez s'il y a des liens avec les contrats publics. Voilà, c'est comme ça. Alors qu'en Allemagne, il n'y a pas. Je vais revenir sur l'Allemagne. Voilà, pour des raisons historiques, évidemment. Hein. Donc voilà. Alors je veux quand même vous montrer des graphiques. Alors ces graphiques, ça vous montre au sein des pays développés. C'est juste une corrélation, donc ce n'est pas du tout, mais c'est quand même important. Vous vous souvenez que j'avais cet indice de contrôle de la corruption, vous vous souvenez, dont j'avais parlé la dernière fois, et donc je la mets en ordonnée, et j'ai la liberté de la presse en abscisse. Alors, laissez-moi dire quelques mots sur l'indice de liberté de la presse. L'indicateur de liberté de la presse, elle vient de Reporters sans frontières, qui est en général une organisation très bien. Des fois, voilà, bon, il y a des gens qui s'y perdent après, mais c'est quand même bien, Reporters sans frontières, je ne mentionne personne. Alors, cet indicateur liberté de la presse tient compte non seulement de la censure, des attaques graves contre les journalistes, mais également, il prend en compte les pressions administratives, judiciaires ou économiques exercées sur les médias, ainsi que le degré de contrôle exercé par le gouvernement. Donc il pose un certain nombre de questions pour construire cet indicateur. L'obligation ou non d'obtenir du gouvernement une autorisation officielle avant de créer un organe de presse écrite. Voilà, donc, transparence et équité du processus d'attribution des fréquences pour les médias audiovisuels, fréquence des investigations sur les sujets sensibles, licenciement abusif de journalistes des médias publics, contrôle des lignes éditoriales, accès de l'opposition politique aux médias publics, etc. Et donc, vous voyez, donc, ce graphique montre qu'en général, il y a une corrélation assez positive entre contrôle de la corruption et liberté de la presse. Voilà, ce n'est pas un scoop, mais c'est rassurant que ça aille dans ce sens-là. Voilà, hein.
Voilà. Et alors que ce graphique-là, il montre l'évolution au cours du temps de cet indicateur de liberté de la presse. Et vous voyez, alors là, je ne vais pas, malheureusement, ça s'arrête en 2012, mon graphique, j'aurais dû le faire aller jusqu'à maintenant, et je ne l'ai pas. Mais il y a eu une petite dégringolade française là, et vous voyez, d'ailleurs, l'Italie, en général, quand on dégringole, il dégringole. Et la dégringolade, je crois que c'était parce que c'était la réforme de l'audiovisuel prévue par la loi de 2009 qui stipulait que les présidents de sociétés de programme n'étaient plus nommés directement par le CSA, mais par le président de la République sur avis du CSA. Ça, c'est pas bon. Ce genre de choses, ça fait descendre la courbe. Voilà. Alors peut-être que maintenant, je ne sais pas ce qui s'est passé récemment, si c'est toujours pas la même chose qui est en vigueur. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que si je compare la France et l'Allemagne, je voulais dire un certain nombre de choses là. En France, et après je vais faire une petite interruption, il sera 15 heures. Donc en France, les médias sont très largement détenus par des groupes industriels qui bénéficient de contrats publics. Par exemple, TF1 et Bouygues. Bouygues a eu le chantier de construction du ministère de la Défense, d'accord ? Figaro et Dassault, bon, les Rafales, etc. Hein ? En Allemagne, il n'y a pas de collusion entre industrie et médias. Parce que, alors, cela tient probablement à des raisons historiques. Sous la République de Weimar, Alfred Hugenberg, président du directoire de Krupp, avait constitué un empire de presse très puissant qui avait favorisé l'accession de Hitler au pouvoir. Donc évidemment, après la guerre, ils se sont dit « oulala, on ne recommence pas ». Voilà. Aujourd'hui, il est interdit en Allemagne à toute entreprise déjà établie dans un secteur autre que le secteur des médias, à part les banques, d'investir de façon significative dans un média. Aucun média en Allemagne n'appartient à un conglomérat industriel. Les groupes propriétaires des médias, Gruner et Jahr, qui contrôlent Stern, ou Axel Springer, qui est propriétaire de Die Welt et Bild, sont spécialisés dans les médias, ne bénéficient pas de contrats publics. D'accord ? Donc ça, c'est intéressant. Et par ailleurs, il y a une deuxième chose entre la France et l'Allemagne. C'est que, voilà, chez nous, il y a le problème que les penchants politiques du propriétaire des médias eh bien, n'est pas sans impact sur la ligne éditoriale, souvent dans certains cas, d'accord ? Voilà. Alors, parce que vous avez l'article 6 de la loi de juillet 81. Elle est très bien, cette loi de juillet 81, mais elle a des loopholes, quoi. Elle a des petits problèmes, quoi. Il faut l'actualiser, elle est un peu poussiéreuse, cette loi de 81, il faut la moderniser, quoi. Hein ? Elle est toujours en vigueur, elle stipule que le propriétaire d'un média ou la personne qui détient la majorité du capital ou des droits de vote est de juré directeur de la publication. D'accord ? Alors qu'en Allemagne, sans doute pour éliminer le risque de voir réapparaître des propagandes qu'on ne veut pas, no name, la Constitution allemande de 1949 garantit la liberté institutionnelle des médias. Il existe en Allemagne une garantie constitutionnelle de l'indépendance éditoriale et de la liberté de programmation. Il y a une véritable autonomie à la fois des établissements publics et des médias privés. En Allemagne, d'ailleurs, les présidents de chaîne sont nommés par un conseil de surveillance qui inclut des représentants de la société civile, alors qu'en France, les présidents de Radio France et de France Télévisions, je crois, sont nommés directement par le président de la République. Donc là, il y a vraiment des choses sur les protections des sources. Donc là, en tout cas, c'est intéressant de voir ces différences. Bon, on n'est pas le pire, on est quand même très bien par rapport à la plupart des pays. Mais c'est intéressant de voir que même au sein de l'Europe ou au sein des pays développés, il y a quand même des nuances, voilà, des différences entre eux. Alors, comme il est maintenant 59, je propose que nous ayons une petite pause de 5 minutes. Mais j'ai vraiment besoin de votre attention. Dans 5-6 minutes, on reprend. D'accord ? Voilà. Bon, ben on va reprendre. Je vais maintenant parler du rôle des médias. D'accord ? Donc, voilà. Deuxième partie. Oups. Là, je prends des craies. Voilà. Le rôle des médias. Voilà. Et l'influence sur pour promouvoir de bonnes politiques publiques, hein, pour promouvoir de meilleures politiques publiques. Voilà, donc je vais parler un petit peu du rôle des médias pour promouvoir de meilleures politiques publiques ou sanctionner de mauvaises politiques publiques. En fait, il y a eu 2 études intéressantes en économie du développement. L'une porte sur l'Inde et l'autre s'est fait en Ouganda. Mais c'est des exemples très intéressants, c'est des papiers assez classiques. Donc je vais juste mentionner, voilà.
Donc, le rôle des médias. Donc, je parlerai de l'Inde, je parlerai de l'Ouganda, et je parlerai un peu du Brésil. Alors, en Inde, c'est une étude réalisée par mes collègues, deux collègues de la London School of Economics, Beasley et Burgess. Et ces auteurs disent, voilà, eh ben, écoutez, voilà comment ça marche en Inde. Vous avez des populations, et vous avez, en fait, l'Inde, on pourrait dire que, voilà, si je devais représenter la population en Inde, je la représenterais de la manière suivante. Je dirais, voilà, vous avez d'abord une population qui est ce que j'appellerais non vulnérable. C'est-à-dire qu'ils habitent dans des immeubles très solides, il peut se passer tout ce que vous voulez, ils n'ont aucun risque. C'est une population qui est protégée des risques. Voilà. Il peut se passer plein de choses, des typhons, tout ce que vous voulez. Hein, c'est comme l'histoire des trois petits cochons, la maison est en briques et elle ne bouge pas. D'accord ? Et puis, vous avez les autres qui ont leur maison en paille, d'accord? Et là, c'est pas bon, parce que vous avez les vulnérables. Mais parmi les vulnérables, il y a deux catégories, d'accord? Donc, tout ça, c'est vulnérable. Mais dans la catégorie vulnérable, vous avez ceux qui sont en urgence, ce que j'appelle les needy, qui ont besoin. Need, c'est besoin, et les not needy. C'est-à-dire qu'en fait, parmi les vulnérables, eh bien, il y en a qui, cette année, ont eu de la malchance. Le ciel leur est tombé sur la tête, d'accord? Il y a eu un ouragan, le plafond leur est tombé sur la tête. Les autres ont eu de la chance, mais ça pourrait leur arriver demain. Donc, vous voyez, les non-vulnérables, ça leur arrive jamais. Mais parmi les vulnérables, il y a ceux qui n'ont pas eu de chance cette année, mais il y a ceux qui ont eu de la chance cette année, mais ils savent que l'année prochaine, ça peut ne pas être la même chose. D'accord? Vous voyez comment je divise la société? D'accord? Voilà, donc il y a les vulnérables et les non-vulnérables. Et dans les vulnérables, j'ai les needy et les pas needy. Donc je devrais mettre vulnérable en plus grand, quoi. Vulnérable. Voilà. D'accord. Alors, et au sein de ça, il y a ceux qui sont en urgence et ceux qui ne sont pas en urgence. D'accord? Alors, ce qui va se passer, c'est que... donc c'est ce que je dis là, hein, d'accord? Et en fait, ce qui va se passer, c'est que d'abord, l'État indien il y a deux types de choses. On va voir les politiques publiques qu'ils peuvent faire. C'est des politiques, en général, médicales et des politiques aussi de fourniture ou de fourniture de médicaments, de fourniture de blé, etc. Quoi. Parce que ce qui peut se passer, c'est en général, quand il y a des intempéries, eh bien, ça peut créer des inondations, et les inondations, ça fait émerger des maladies, donc il faut pouvoir soigner ces maladies, ça peut être de l'eau sale, choléra, tout ça peut s'en suivre, donc ça, il faut traiter ça. Et puis l'autre chose, c'est qu'il peut y avoir aussi des grosses sécheresses, et à ce moment-là, il faut pouvoir nourrir les populations. Donc il y a deux types, ils attendent à la fois que vous préveniez les maladies ou que vous minimisiez l'émergence des maladies, hein, et c'est ce qu'on appelle le calamity aid. Et puis, par ailleurs, il faut fournir du blé parce qu'il n'y a pas assez de récoltes. Les récoltes ont brûlé, etc. D'accord? Et en fait, ce qui se passe, c'est la chose suivante, évidemment. Ceux qui ont besoin, ils voient tout de suite si le gouvernement a donné l'aide ou pas. Ils n'ont pas besoin des médias. Ils voient bien. Hein, vous voyez bien si vous êtes malade ou si vous avez faim. Vous n'avez pas besoin de lire les journaux. Hein. D'accord? Ça vous arrive à vous. Par contre, ce sont ceux-là qui vont être informés de savoir si le gouvernement est venu en aide à ceux-là ou pas. Et ce qui va se passer, c'est la chose suivante. Pourquoi les médias, c'est important? Parce que si les médias disent que le gouvernement indien, le gouvernement local, etc., n'a pas fait son travail, eh bien, que le gouvernement fédéral n'a pas fait son travail, eh bien, ceux qui ont eu de la chance cette fois-ci, mais qui savent qu'ils sont vulnérables de toute façon,
ils ne vont pas voter pour un gouvernement. Ils se disent, cette fois-ci, ils n'ont pas aidé les gens qui avaient de l'âne, mais demain, ça va tomber sur moi. Je ne vais pas voter pour ces gens-là. D'accord? Donc les médias vont aider à ce que l'aide soit apportée. Vous voyez, on va voir ça, c'est incroyable. Voilà. Donc les non-vulnérables, eux, ils s'en moquent parce qu'ils sont extérieurs à tout ça. Eux, ils sont en dehors, ça ne les intéresse pas. D'accord? Mais parmi les vulnérables, ceux qui n'ont pas été touchés cette année, les médias vont les informer s'il y a eu l'aide ailleurs ou pas, d'accord, à ceux qui en avaient besoin. Donc, donc voilà, donc ça c'est le. Et l'idée c'est que plus il y a de diffusion des médias, plus vous allez voir que, il y a l'action publique a lieu. Voilà. Alors donc, comme je disais, ceux qui ne sont pas vulnérables, cette information n'a pas de valeur pour eux, puisque de toute façon, eux ne seront jamais touchés. Mais par contre, ceux qui sont vulnérables mais qui ne sont pas en urgence, c'est maintenant, ils veulent savoir si ce gouvernement est fiable ou pas fiable. D'accord? Donc c'est ça qui est. C'est pour ça que les médias ont un rôle à jouer. Alors, on peut penser que les gouvernements sont de trois types. On peut supposer qu'on a un gouvernement altruiste, c'est-à-dire des gens qui de toute façon donneraient l'aide. D'accord? On peut supposer que le gouvernement est un gouvernement égoïste, qui s'en moque de l'aide, voilà, c'est un gouvernement qui ne s'intéresse pas à la chose publique, vraiment. Et puis, il y a des gouvernements qui sont opportunistes, c'est-à-dire, c'est des gens qui vont donner de l'aide pour être réélus. Donc, vous avez des gens qui donneraient de l'aide de toute manière. Vous avez des gens qui ne donneraient jamais de l'aide. Et puis, vous avez des gens qui disent, mais je vais donner de l'aide parce que ça m'arrange, parce que je veux être réélu. D'accord? C'est comme ça, là, hein? D'accord? Voilà. Et évidemment, a priori, les gens ne savent pas à qui ils ont affaire. Vous ne savez pas à qui vous avez vraiment affaire, quoi. Et c'est dans l'action que vous voyez à qui vous avez affaire. Donc, a priori, je suis un citoyen vulnérable, je mettrai une certaine probabilité, mettons que ça soit Simon qui me gouverne, et je mettrai une certaine probabilité à ce que Simon soit selfish ou autre chose. D'accord? Mais je ne sais pas a priori ce qu'est Simon. Mais si je vois que, aujourd'hui, si je suis informé par les médias que Simon n'a pas aidé Emma qui était dans le besoin, je vais actualiser mes croyances. Vous voyez, ce qu'on appelle, je fais de l'actualisation bayésienne, mais ça c'est du jargon, mais je vais demain me dire, il y a plus de chances qu'il était un selfish, quoi. Et donc, je n'irai pas voter pour lui. Ou en tout cas, une partie de nous n'iront pas voter pour lui. Peut-être que certains qui adorent Simon, parce qu'on trouve qu'il est merveilleux en tout cas, qu'il chante bien, et que, etc., même s'il est selfish, on vote pour lui. Mais une partie d'entre nous, ça va influencer notre vote. Et du coup, Simon réduit sa probabilité de réélection. Et vous comprenez le rôle des médias. Les médias vont informer les needy, les not needy. Si Simon ne fait rien, ces gens-là vont être informés que Simon n'a rien fait. Et donc, les not needy vont mettre davantage de poids sur l'idée que Simon est quelqu'un d'égoïste, et quand il s'agira d'aller revoter, ils ne voteront plus pour lui. Et Simon anticipe tout ça, et il décide, je vais aller aider les needy. Même si je ne suis pas égoïste, même si dans la réalité, je ne suis pas altruiste. Vous comprenez? Vous comprenez le raisonnement que je viens de faire? Mais vous êtes formidable. Voilà, c'est tout, c'est le papier, c'est tout ça. Voilà. Après, il y a des équations, mais on s'en fout, ça n'était pas aucune importance. Tout le raisonnement, je viens de vous le donner. D'accord? Voilà. Alors, donc, davantage d'activité des médias va encourager un gouvernement opportuniste à donner davantage d'aide aux needy pour augmenter leur probabilité de réélection demain. D'accord? Donc, et certainement une prédiction de ce modèle que je viens de vous décrire, c'est qu'évidemment, plus les électeurs ont accès à des médias, plus cet effet sera fort, plus les gens participent aux élections, plus évidemment Simon s'inquiète des élections, et plus évidemment c'est important cet effet. Et évidemment, plus la taille la proportion des gens qui sont vulnérables est grande, et plus cet effet devrait être important. Et ça, c'est des prédictions qui sont satisfaites empiriquement, d'accord? Et évidemment, intuitivement, donc davantage d'accès aux médias va augmenter la valeur de l'effort parce que si vous voulez, il y a plus de chances du coup que si Simon aide les needy, il y a plus de chances qu'il y ait
eh bien, qu'il y ait une récompense électorale quand l'accès aux médias. S'il n'y avait aucun média, il n'y aurait aucun intérêt à aider les needy, puisque de toute façon, les gens qui ne sont pas needy ne le sauraient jamais. Et donc, Simon n'aurait aucun intérêt, s'il est opportuniste, à aider les needy. D'accord? Vous voyez, c'est vraiment tout bébête, hein? D'accord? Donc, Beasley-Burgess teste ce modèle en regardant les déterminants de ce qui détermine la distribution de la nourriture et également les dépenses sur ce qu'on appelle le calamity relief, c'est-à-dire voilà, tout ce qui empêche les maladies, qui augmente l'hygiène, etc., à la suite d'une catastrophe. D'accord? Et donc, alors, comment on mesure le calamity relief? Eh bien, pour mesurer le calamity relief, eh bien, en fait, eh bien, on mesure ça par eh bien, quelle est l'implication du gouvernement dans eh bien, le fait d'avoir, si vous voulez, de développer l'accès eh bien, au grain de blé, et le stockage, le transport, la distribution, voilà, c'est une mesure disons, et d'ailleurs la mesure elle-même, ça fait partie du Famine Relief Code qui a été mis en place par les Anglais. Donc les Anglais, avant l'indépendance évidemment, ils ont mis en place eh bien, un Public Distribution of Food and Calamity Relief en Inde. Seulement le problème, c'est qu'avant 1947, il n'y avait pas d'implémentation, quoi, voilà. C'est après 1947 qu'ils se sont souciés vraiment de la mise en application. Mais les codes et les mesures existaient déjà. Donc on utilise les mesures que les Anglais ont mis en place. Ils mesuraient, mais ils ne faisaient pas. Déjà, c'est pas mal de mesurer, c'est un premier pas. Hein. Tout le monde crève la faim, mais on mesure bien, hein, vous voyez, on vous mesure. Voilà, c'est un début. Ça fait un peu planète des singes, mais bon. En termes des gens qui font, hein, en termes des gouvernants, c'est de ça que je voulais dire, pas des gouvernés. Voilà, donc, voilà. Et le calamity relief, eh ben, c'est les dépenses, eh bien, c'est par exemple pour procurer de l'eau potable, des médicaments, des vêtements, de la nourriture, de l'aide vétérinaire, etc. Et donc ça, il y a un autre indicateur qui s'appelle Calamity Relief, voilà, qui sont construits également. Donc ça, c'est pour mesurer, disons, ça, c'est pour mesurer l'intervention publique, donc à la fois pour donner de la nourriture et pour empêcher les maladies, d'accord? Et puis, il y a des mesures, évidemment, de médias, d'accès aux médias. Alors, il faut savoir qu'en Inde, c'est très intéressant, depuis l'indépendance, les journaux sont très indépendants des gouvernements centraux et locaux. Voilà, les journaux sont assez indépendants. Mais la télévision et la radio dépendent de l'État. D'accord? Voilà, c'est un peu comme nous jusque dans les années 80. Voilà, jusqu'en 1980. Voilà, donc qu'est-ce que je vais vous montrer maintenant? Eh bien, je vais vous montrer un premier tableau. Et je vais juste vous dire ce qu'il y a dans ce tableau. Ce tableau, il représente, en fait, eh bien, il vous dit que quand vous avez la production quand vous avez des droughts, évidemment, la production de grains baisse, évidemment. Ou quand vous avez du flood damage, voilà. Mais ça vous dit également, donc si vous voulez, eh bien, quand il y a notamment beaucoup de chutes de pluie, eh bien, ça va réduire la food grain production et ça va augmenter la flood damage. Voilà, ça vient, il n'y a pas de miracle. Hein. Quand il y a des typhons, des conditions terribles, eh bien, la production de grains, les récoltes sont endommagées et vous avez effectivement le flood damage qui augmente. Voilà, donc ça, c'est ce qui est dit. Donc, par exemple, dès que vous avez du flood damage, voilà, il faudrait que, normalement, il y a un calamity relief cost qui augmente et la public food distribution qui baisse. D'accord? Alors maintenant, ce qui est très intéressant, c'est ce tableau-là. Ce tableau dit que le gouvernement s'en tape. Voilà, c'est tout. Il s'en moque. Voilà. Vous voyez, regardez, la food grain production baisse et vous voyez ici, en fait, vous ne le voyez pas, mais il n'y a aucune étoile. Normalement, il devrait y avoir des étoiles sur ces coefficients pour montrer que c'est un effet significatif. En fait, c'est ce que ça vous dit, j'aurais pu mettre des zéros partout, et ça n'aurait rien changé. C'est-à-dire que, a priori, eh bien, la baisse de production locale de grains n'affecte pas la production publique.
voyez, n'affecte pas la fourniture publique de grains, et le flood damage n'affecte pas le calamity relief, quoi. Par contre, les journaux, ça affecte beaucoup, voyez. C'est intéressant déjà. Les journaux affectent, mais voilà. Si je vois quelqu'un crever dans la rue, ça n'a aucun problème. Mais si c'est dans les journaux, alors là c'est un problème, voyez. Voilà. D'accord? Et là vient la table importante qui me dit que, en fait, ce qui compte, c'est la food grain production, là, va être importante. Elle ne va être importante que parce qu'elle est reliée à la newspaper circulation. C'est-à-dire que vraiment, c'est là, c'est l'interaction. Vous voyez, j'ai toujours une interaction. J'ai l'interaction entre le damage et la circulation des médias, la circulation des journaux. C'est-à-dire que c'est dans la mesure où il y a accès aux médias que davantage de damage va conduire les gouvernements à agir. Voilà. En soi, zéro, mais c'est la combinaison du damage et de la circulation des journaux qui font que les gouvernements agissent. C'est incroyable, hein, c'est vraiment, voilà, c'est presque trop beau, quoi, pour... donc voilà, et donc voilà, donc on voit bien que, voilà, dans un pays comme l'Inde, c'est crucial, les médias, parce que les médias disciplinent les gouvernements, mais évidemment, il faut pour ça qu'il y ait de la démocratie, il faut qu'il y ait des élections. Donc c'est important d'avoir des médias et des élections. Si j'avais médias sans élections, les frais ne seraient pas le même. Il y a médias et élections, ça vous avez en Inde. Mais esprit de service public, moyen, peut mieux faire. Mais vous avez médias et élections. Et cette combinaison-là vous aide. D'accord? Ça, c'est l'Inde. Et alors maintenant, je vais passer à l'Ouganda. Et, alors, pas des poils l'Ouganda, mais c'est un papier très amusant, et de Reinika Svensson. Alors, Svensson, c'est lui qui a donné le prix à Duflo, Banerjee et Kremer. Voilà. Hein. Enfin, c'est lui qui était, je pense, je ne connais pas ce qui se passe là-bas, mais je subodore, voilà, que c'est beaucoup Svensson. Voilà, alors, voilà, c'est Jacob Svensson et Reinika. Alors là, ça se passe en Ouganda. Et là, c'est quand même un raisonnement très intéressant, c'est que même un gouvernement, donc là, en Inde, j'avais le cas d'un gouvernement qui dit non, n'a pas l'air d'être très concerné par le malheur des gens, mais qui l'est quand il y a des médias. Là, c'est une autre histoire. L'autre histoire en Ouganda, c'est que je parle d'un gouvernement, ça arrive en Ouganda, c'est d'un gouvernement qui est bien intentionné. Vous imaginez, vous êtes bien intentionné, ça arrive, il y a des gouvernements bien intentionnés, voilà, qui ne veulent pas juste se remplir les poches, d'accord? Donc vous avez le gouvernement central, vous voyez, le gouvernement central, et le gouvernement central, il veut donner de l'aide pour les écoles, d'accord? Il veut éduquer la population, ce qui est très noble, hein, de vouloir éduquer la population. Donc, ce qui se passe, eh bien, ils veulent financer les écoles pour qu'il y ait de bons tests, que le niveau d'alphabétisation, d'éducation, et on sait que c'est important pour la croissance, on l'a vu, ça permet une population éduquée, elle est plus productive, elle peut s'approprier des technologies plus avancées, elle peut faire plein de choses, elle peut innover, etc. Donc voilà, donc on a un gouvernement central ougandais bien intentionné. Et ce gouvernement, il doit envoyer, tout le problème c'est que l'argent, voilà, qu'est-ce qui arrive là quand vous envoyez là, d'accord? Eh bien, pas grand-chose. Voilà, parce qu'au milieu, il y a des prédateurs. Ce sont les intermédiaires. Et les intermédiaires, ils prennent tous un petit peu. Et ce qui reste après, c'est pratiquement rien. Donc, ce qui passe en fait, c'est que, eh bien, au milieu des années 90, si je donnais 1 euro, si le gouvernement central dépensait 1 euro pour l'école, il arrivait 20 centimes. D'accord? 80 centimes se sont volatilisés. D'accord? Alors, c'est parti où tout ça? Eh bien, d'abord du vol, hein, mais aussi du patronage politique et du financement de partis, du financement d'activités.
voyez, chacun veut se faire réélire à son niveau, il veut faire campagne, on graisse la patte de plein de gens. Eh bien, on utilise l'argent qui vous vient d'en haut. Voilà. Et il n'y a pas vraiment de moyen de contrôler. Donc, c'est ça qui se passe. Et il y avait un survey qui a été fait, qui s'appelle PETS, pour PET, c'est comme des animaux, Public Expenditure Tracking Survey. Hein, donc, le PETS, Public Expenditure Tracking Survey. D'accord? Et eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il mesure, eh bien, dans quelle mesure eh bien, les fonds arrivent? Et il voit qu'il n'y a que 20%. Alors, la plupart des écoles ne reçoivent rien du tout, et en fait, la plupart donc, de l'argent va vers des local government officials. Voilà, donc c'est ça. Et en fait, c'est surtout les écoles dans les communautés les plus pauvres qui souffrent le plus. Donc au lieu que c'est même pas redistributif, apparemment c'est dans les endroits où les écoles c'est dans les endroits les plus pauvres que les écoles ont le moins reçu, quoi. Donc il y a eu vraiment le contraire d'une redistribution. Ça a été vraiment désastreux. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait à ce moment-là? À ce moment-là, il y a deux solutions. Moi, il faut que dans 6 minutes, je passe à autre chose. Il y a, parce que je dois faire le corridor, là, le fameux corridor que je vous ai promis. Alors, il y a deux solutions. Une solution, c'est de dire, eh bien, je vais faire du top-down, c'est-à-dire que je vais mettre des policiers partout. Donc, d'accord, donc ça, c'est ce que je disais, hein, les 20%. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce que je fais? Eh bien, une approche que je peux faire, c'est d'aller de haut en bas. Une approche, ça serait de dire, je vais surveiller, je vais mettre la police, hein, la maréchaussée, quoi, hein, la police et la justice. Je peux dire, j'envoie la police et la justice. Mais ça, malheureusement, ça ne marche pas très bien dans un pays comme l'Ouganda. Pourquoi? Parce que la police et la justice, eux-mêmes, sont corrompus. Vous comprenez? C'est comme payer les impôts dans certains pays européens que je ne nommerai pas. D'accord, voilà. Mais voilà, donc le collecteur d'impôts est lui-même corrompu. Donc là, vous voyez, c'est embêtant. Donc voilà, malheureusement, l'approche qu'on appelle top-down ne marche pas parce que la police et la justice elle-même, elle est capturée. Alors là, ils ont eu une idée assez géniale, je trouve. Qu'est-ce qu'ils se sont dit, le gouvernement central ougandais? On dit, bah, c'est comme ça, on va voir ce qu'on va voir. D'accord? Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont dit, eh bien, on va faire que ce soit les citoyens eux-mêmes qui monitorent. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une grande campagne d'information. Nous allons annoncer qu'il va y avoir des augmentations de moyens. Et comme ça, les électeurs sont au courant. Et eux peuvent aller dire aux gouvernements locaux, « Hé, mais ils ont annoncé ça, où est l'argent ?» Et si vous ne le donnez pas, nous savons que l'argent devait arriver, eh bien, on ne votera plus pour vous et on va vous dénoncer. Et donc, ce qu'ils ont fait, et là, c'est là que c'est très important, les médias ont été un moyen pour le gouvernement central d'avoir une véritable influence, que sa politique soit vraiment suivie des faits. Parce que ça a permis aux citoyens eux-mêmes de monitorer, de vérifier que l'argent arrivait. D'accord? Et c'est ça qu'ils ont... donc c'est la bottom-up, quoi. Au lieu de faire le top-down, ils ont fait la route bottom-up, c'est-à-dire que c'est les citoyens eux-mêmes qui monitorent. Bottom-up, ça veut dire du bas vers le haut. Top-down, ça veut dire du haut vers le bas. D'accord? Et donc, c'est ça qu'ils ont fait. Et alors, ce que vont faire Reinicke et Svensson, c'est qu'ils vont dire, ben voilà, nous, on a le PETS avant et après cette politique. Il y a le premier PETS qui est fait dans le milieu des années 90, d'accord? Il y a le premier PETS qui est fait dans le milieu des années 90, et voilà, à peu près 90, d'accord? Le first survey est en 95, et le deuxième survey va être en 2001. D'accord? Et là, entre-temps, il y a la nouvelle politique, il y a la campagne d'information. Vous comprenez? Donc, il y avait le premier survey qui regardait de quelle proportion des fonds alloués de haut en bas arrivaient vraiment en bas. Et après, eh bien, vous avez la campagne qui, elle, a lieu en 97. Et eux vont faire un deuxième survey PETS après la campagne. Et ils vont comparer les résultats d'avant et d'après.
D'accord? On appelle ça difference in difference. Et voilà. Alors, comment les communautés, comment les gens en bas peuvent sanctionner? Eh bien, des plaintes verbales, des sanctions électorales, et évidemment, les gens au milieu, ils ont peur pour leur carrière. Donc, c'est ça combiné avec leur peur d'avoir leur carrière stoppée ou qui font qu'ils vont bien se discipliner. D'accord? Donc, il y a en 2002, là, je m'étais trompé. En 2002, il y avait le deuxième survey et qui regarde, évidemment, et qui peut être comparé au premier, et on voit l'effet de l'accès à l'information. D'accord? Donc, à peu près le même nombre d'écoles qui sont couvertes par l'enquête initiale et l'enquête après la campagne d'information. Et là, ce qu'on voit, c'est la chose suivante. On regarde, en fait, eh bien, ce qu'on va voir, c'est qu'il y a une augmentation plus on est distant, on regarde l'effet d'une variable qui s'appelle 2001. Est-ce qu'on est après ou avant 2001? Et on voit que plus on est distant, plus un endroit est distant d'un kiosque à journaux, moins ça va avoir d'effet sur l'augmentation du nombre d'étudiants. C'est-à-dire, une autre manière de lire ce négatif, c'est de le lire en négatif, c'est-à-dire de dire, plus je suis proche d'un kiosque à journaux, ça veut dire plus la distance est faible, plus l'impact de la campagne d'information sur le nombre d'étudiants va être grand. Alors là, je regarde le nombre d'étudiants, mais il y a deux autres tableaux, un qui regarde les scores, donc un qui regarde les... Donc d'abord, il y a un qui regarde la part des grants qui est reçue. Donc eh bien, on voit que particulièrement là où on est proche de journaux, c'est là que ça a augmenté le plus la part de l'argent qui arrive à l'école. D'accord? Donc, Simon, si vous êtes près d'un kiosque, eh bien, entre 1995 et 2002, eh bien, ce que vous allez recevoir finalement comme école, vous êtes l'école, ça va augmenter beaucoup. Si vous êtes très loin d'un kiosque, ça n'augmente pas beaucoup. D'accord? Deuxièmement, on regarde le nombre d'étudiants. Eh bien, le nombre d'étudiants que vous allez pouvoir accueillir va du coup augmenter beaucoup plus. Et après, il y a les scores, les PISA, l'équivalent des PISA, qui va augmenter beaucoup plus. Et ce qu'eux montrent, c'est que eh bien, la part de l'argent qui était destiné aux écoles, qui arrive vraiment aux écoles, augmente considérablement plus l'école est proche du kiosque à journaux. Le nombre d'étudiants augmente d'autant plus que si on est près de kiosques à journaux. Et troisièmement, les test scores, c'est-à-dire les scores PISA, eh bien, augmentent beaucoup plus quand l'école est plus près d'un accès aux médias. Donc c'est la combinaison, voyez, donc c'est très intéressant parce que vous avez un gouvernement là qui, lui, est bien intentionné, seulement il y a de la corruption partout, et le seul moyen qui a marché vraiment, ça a été une campagne de presse qui a permis en fait aux intermédiaires d'être monitorés par les citoyens eux-mêmes. Et ça a été un moyen très efficace d'assurer l'efficacité de l'action publique. D'accord? Voilà. Donc je mettrai ce papier en ligne, parce que vous voyez tous les tableaux. Là, j'ai le tableau sur le nombre d'étudiants, mais j'ai le tableau sur la part des bourses qui arrivent aux écoles, et puis j'ai le tableau qui montre les scores PISA. Voilà. Voilà, donc ça, c'était la deuxième partie. Maintenant, il me reste une demi-heure pour faire le corridor. Et après, je reprendrai les juges la prochaine fois. Alors, voilà, donc là, ça devrait être un peu plus relax. Mais ça va, c'est pas trop méchant jusqu'à maintenant. Voilà. Alors voilà le livre, ça vient de sortir. Vous voyez, là, je vous donne un livre tout chaud, il sort tout chaud je crois qu'il a été enseigné nulle part. Je crois que même les auteurs ne l'ont pas encore enseigné. Voilà. Donc, vous vous souvenez, c'est les mêmes auteurs qui avaient fait Why Nations Fail. D'accord? Et j'en avais parlé de ce livre la dernière fois. Hein. Ce sont les mêmes auteurs, d'accord? Donc, Acemoglu, on prononce Adjemoglu, en fait. Hein, voilà. C'est un nom arménien turquisé, en fait. Voilà. Mais je ne veux pas vous faire l'étymologie du mot Acemoglu. Je ne pense pas que ce soit l'objet du cours. Et Jim Robinson, c'est un Britannique qui est à Chicago, et donc Daron est à MIT. Voilà. Et là, il parle du corridor. Et alors, pourquoi il parle du corridor? Parce qu'ils disent, en fait, j'ai besoin de l'État
et j'ai besoin de la société civile quelque part. Ils incluent les médias là-dedans, d'accord? Et donc, c'est assez général. Je parlerai des juges la prochaine fois. Mais donc, il dit, voilà, j'ai besoin en gros de l'État et de la société civile pour que ça marche vraiment bien. Voilà. Et donc, il y a un corridor étroit. Parce que l'idée, le problème, c'est que si je n'ai pas l'État, j'ai le danger de guerre de tous contre tous. Et si je n'ai pas la société civile, j'ai le danger de despotisme. D'accord? Et donc, je dois contrecarrer ces deux dangers. Et il y a un corridor entre les deux. Voilà. Donc voilà. Alors, il commence par Hobbes. Je vous conseille également de lire le livre de Monique Cantos-Sperber sur le libéralisme et la liberté, son dernier livre, qui parle très bien qui explique très bien disons, l'émergence de l'idéologie libérale. Mais chez Hobbes, il y avait l'idée de dire, voilà, en gros, l'homme dans l'état de nature est foncièrement violent. Si deux hommes désirent la même chose, alors qu'il n'est pas possible qu'ils en jouissent tous les deux, ils deviennent ennemis, et dans leur poursuite de cette fin, chacun s'efforce de détruire ou de dominer l'autre. Les individus, par peur d'une mort violente, abdiqueront volontiers leurs droits de nature en faveur d'un souverain absolu qui garantira la paix publique grâce à la puissance de répression dont il dispose. C'est l'émergence du Léviathan, de l'État, voilà, c'est l'État idéal, quoi. Mais l'État, je suis libre, on est tous égaux et libres. Donc c'est une pensée, c'est assez d'ailleurs paradoxal. C'est un libéral, Hobbes. C'est le premier libéral, mais c'est parce qu'on est tous égaux. Il n'y a pas les nobles, les pas nobles, etc. On est tous égaux, mais on est égaux, mais seulement on peut vouloir se bouffer le nez. Et donc on se délègue également à un Léviathan qui s'assure que, eh bien, il y a l'ordre qui règne. D'accord? Donc voilà, si le Léviathan est craint, Hobbes postule qu'il vaut mieux craindre un puissant Léviathan que de craindre tout le monde. Parce qu'il dit le danger principal, c'est que ton voisin t'assassine. D'accord? Voilà. Donc voilà, ça c'est le... Alors, mais comment le Léviathan émerge-t-il? Donc il y a deux itinéraires proposés par Hobbes. L'un, c'est le contrat social qui permet d'adhérer à la création d'un Léviathan. Une multitude d'individus s'accordent et s'engagent à créer un tel État et à lui déléguer son pouvoir et son autorité. Ou bien c'est acquis par la force. C'est la situation dans laquelle émerge un individu qui soumet ses ennemis à sa volonté. Dans les deux cas, ça conduit à la fin de la guerre de tous contre tous, d'accord? Mais pas de la même manière, mais pas le même résultat. Mais ça, on empêche la guerre de chacun contre chacun, d'accord? Donc pour les auteurs, Hobbes a raison de mettre en avant la priorité pour les individus de stopper la guerre de tous contre tous. Toutefois, il voit deux principales limites à la conception du Léviathan chez Hobbes. D'abord, la plus importante, c'est la deuxième, en fait, c'est que Hobbes est trop optimiste quant à la liberté que les États apportent. Le pouvoir du Léviathan n'est pas forcément juste et ne crée pas naturellement la liberté. La vie sous le joug de l'État peut être aussi difficile que celle dans les conditions de guerre de tous contre tous. Bon, c'est assez évident, hein. Et deux, il mentionne, on va voir plus loin, les TIV. Vous connaissiez, vous, les TIV? Moi, je ne connaissais pas. Voilà, donc j'ai appris ce que c'est que TIV, hein, qui sont une société capable de contrôler la violence sans recourir à un État en tant que tel. Donc, mais c'est une société en Afrique, hein, voilà. Donc, en fait, le problème dans les sociétés où le Léviathan est absent, alors, bien sûr, ce problème, c'est qu'il ne se limite pas à la guerre de tous contre tous. Si l'émergence de la liberté n'a rien d'automatique, elle passe nécessairement par l'émergence d'un État et d'institutions. Mais ces institutions doivent être très différentes de celles imaginées par Hobbes. Elles doivent tendre vers un Léviathan enchaîné. C'est ça l'idée. L'idée, c'est de dire, je veux empêcher que les gens se massacrent les uns les autres, j'ai besoin de law and order, d'accord? Je dois faire respecter les lois, contrôler la violence, résoudre les conflits, fournir des services publics, mais je veux que ça soit fait par quelqu'un qui est contrôlé, qui est under checks and balances, vous voyez, les fameux checks and balances. L'État doit être contrôlé lui-même, parce que sinon il y a abus, sinon l'État peut vous exproprier tous, vous voyez, ce n'est pas ce qu'on veut. Donc il faut un État apprivoisé et contrôlé par une société affirmée, bien organisée. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de dire, voilà, la société se mobilise, voilà. Est-ce que la société va se mobiliser pour limiter quand même le pouvoir du souverain? Voilà, on veut un souverain, on veut quelqu'un qui respecte l'ordre, mais on veut des limites à son pouvoir, d'accord? Donc ça, c'est les fameux contre-pouvoirs. Donc vous avez d'un côté la puissance de la société en termes de pratique, en particulier lorsqu'il s'agit d'agir collectivement, de coordonner ses actions, de contraindre la hiérarchie, et de l'autre, vous avez la puissance de l'État,
et cette variable est représentée là. Vous avez la puissance de la société, le pouvoir de l'État, et ce que vous allez voir, c'est que le corridor, il est là. Si vous voulez, il représente un peu le monde de cette façon. Bon, c'est un livre, c'est un peu extrême, parce que la réalité est plus compliquée que ça. Mais disons que c'est une représentation intéressante. Ils vous mettent la Chine là, le despotique Léviathan, avec, surtout, disons, dans les dernières années, je pense, peut-être increasingly over time, comme je dirais. Ils vous mettent les tives qui n'ont pas de Léviathan du tout, mais enfin, les tives, c'est vraiment, il faut les regarder avec un microscope, je ne sais pas où c'est, etc. Et vous avez au milieu, vous avez le couloir où vous avez voilà, des pays qui sont des pays développés, nos pays, qui ont un peu des deux. Voilà, d'accord? Et on est dans. Voilà. Alors là, il y a le Léviathan absent, il y a le Léviathan despotique et il y a le Léviathan contraint. Voilà. Alors les Tives, c'est un peuple au Nigeria, et la société Tive a eu toujours pour préoccupation majeure d'empêcher les individus puissants de devenir trop dominants. Pour cela, ils ont mis en place des normes sociales qui les ont rendus méfiants à l'égard du pouvoir et disposés à agir contre ceux qui le construisaient. Les chefs Tives n'ont jamais eu d'autorité incontestée sur les autres. Leur rôle principal était la médiation et l'arbitrage dans la résolution des conflits et le soutien de la coopération. Il n'y avait aucune possibilité pour un dirigeant d'établir une autorité suffisante pour imposer sa volonté. Donc là, vous n'avez pas de Léviathan, vous avez la société civile, d'accord? Là, de l'autre côté, vous avez le Léviathan despotique. Le pouvoir de résistance de la société s'effondre, il est possible d'assister à l'émergence d'un Léviathan despotique qui ressemble beaucoup au Léviathan imaginé par Hobbes. Alors, par contre, bon, alors là, il donne, bon, c'était une description de la Chine un peu, à mon avis, un petit peu caricaturale, mais pas totalement fausse quand même. C'est-à-dire que quand même, vous avez le fameux grand bond en avant de Mao Zedong en 1958. L'idée est d'utiliser la capacité de l'État chinois à transformer radicalement le pays d'une société agraire en une société urbaine et industrielle. Avant lui, il y avait eu Staline quand même et d'autres. Résultat, désastre humain, mais également tragédie économique de grande ampleur, planifiée et mise en œuvre par le Léviathan. On réquisitionne l'ensemble de la production céréalière de certaines villes, ce qui conduit à la famine. On crée des cuisines communes gérées par l'État afin que quiconque se révélerait désobéissant puisse être privé de nourriture. Le Léviathan despotique a la capacité de résoudre les conflits, de faire avancer les choses, mais il utilise sa capacité non pour promouvoir la liberté, mais pour réprimer et dominer les individus. Voilà, donc il met fin à la guerre de tous contre tous, mais il remplace cette situation par quelque chose de pas très désirable. Voilà, donc ça c'est bon. Alors maintenant peut-être il s'est passé d'autres choses en Chine aussi. Par exemple l'éducation de base, enfin il y a eu d'autres choses. Donc je ne crois pas qu'on puisse juste résumer l'expérience chinoise à juste cette slide. Il y a eu d'autres choses qui ont fait, mais c'est vrai qu'il y a eu évidemment le drame du grand bond en avant, d'accord? Et puis celui après de la révolution culturelle. Voilà, donc là, alors entre les deux, vous avez le Léviathan enchaîné, d'accord? Et le Léviathan enchaîné émerge quand il y a un équilibre entre pouvoir et la capacité de la société, entre le pouvoir de l'État et la capacité de la société à contrôler l'État. Ce Léviathan peut résoudre les conflits de manière équitable, fournir des services publics, empêcher la domination en jetant les bases de la liberté, mais ce n'est pas un Léviathan hobbesien, il est enchaîné, pas de domination sur la société, pas de capacité d'ignorer ou de faire taire les gens lorsqu'ils tentent d'influencer la prise de décision politique, ne se situe pas au-dessus, mais à côté de la société. L'exemple de la fondation des États-Unis, hein, évidemment, ça exclut la population africaine, d'origine africaine, évidemment, ça on ne le dit jamais hein, dans ces slides. Deux ingrédients essentiels au développement du Léviathan enchaîné, mise en place d'un État puissant, participation de la société en général, en particulier des non-élites, à la politique. D'accord ? Les fédéralistes ont joué ce rôle dans la fondation de l'État américain. L'intention est de construire le Léviathan, car vital pour la sécurité, l'unité et le succès économique. Pouvoir de taxer, c'est important. Monopole de l'émission de la monnaie, capacité d'établir une politique commerciale fédérale. Mais le second pilier du Léviathan, c'est la mobilisation de la société. Il est pourtant primordial parce qu'il permet d'instaurer la concurrence entre État et société qui doit progresser tous les deux au même rythme afin de maintenir l'équilibre. Si la société ralentit et ne progresse pas assez vite pour suivre le pouvoir croissant de l'État, le Léviathan enchaîné peut rapidement se transformer en Léviathan despotique. Acemoglu Robinson nomme cette course entre pouvoir de l'État et la société l'effet Red Queen, en référence à la course entre la Reine Rouge et Alice dans le roman Through the Looking Glass, What Alice Found There. Voilà, donc ça, c'est l'exemple qu'il donne. Alors, si vous voulez, ce qu'il continue en disant, c'est que, eh bien, dans les Léviathans enchaînés, la mobilisation de la société peut prendre des formes non institutionnalisées, révolte, protestation, pétition, pression générale exercée sur les élites, ainsi que des formes institutionnalisées, les élections.
L'implication de la société américaine dans la politique a conduit les fédéralistes fondateurs de l'État américain à mettre en place la Bill of Rights afin de rendre leur pouvoir acceptable aux citoyens. Ça a permis d'enchaîner le Léviathan sur le long terme et de permettre le développement d'un État fort et d'une société forte en même temps. Voilà. Donc, pour que la liberté puisse émerger dans une société, il faut que les pouvoirs de l'État et de la société soient forts. Un État fort est nécessaire pour contrôler la violence, appliquer les lois et fournir des services publics essentiels à la vie, à une vie dans laquelle les individus ont le pouvoir de poursuivre leurs choix. Mais il faut en même temps une société forte et mobilisée pour contrôler, enchaîner l'État fort. Entre la peur et la répression engendrée par les États despotiques et la violence et l'anarchie qui émergent en leur absence, l'État et la société s'équilibrent dans le narrow corridor. Voilà. Mais demeurer dans le narrow corridor implique une lutte constante entre État et société. Cette lutte engendre une plus grande capacité de l'État à répondre aux demandes de la société. Elle favorise une plus grande mobilisation de la société pour surveiller cette capacité. C'est un processus permanent, car l'État et ses élites doivent apprendre à vivre avec les chaînes que leur impose la société et différents segments de la société. Donc il y a deux situations, par exemple, une société qui quitte le narrow corridor, c'est la République de Weimar, et des sociétés qui demeurent dans le royaume corridor, par exemple le Royaume-Uni et la Suède. Donc, il me reste, là j'ai juste le temps qu'il faut. Donc, les gens qui quittent le corridor, eh bien, il se peut que le Léviathan enchaîné devienne incontrôlable quand la course entre l'État et la société évolue vers un jeu à somme nulle. Et c'est susceptible de se produire quand, par exemple, les élites économiques, administratives, militaires cherchent à saper la mobilisation de la société. Les conditions économiques rendent le corridor plus étroit. Peut-être que le traité de Versailles n'aide pas. Les institutions ne sont pas en mesure de régler les conflits. La confiance dans les institutions est compromise. Les difficultés économiques, les inégalités créent le mécontentement. Vous voyez des gens, les dérives populistes, comment ça peut vous sortir du corridor, hein? Donc, par exemple, il parle de la République de Weimar. Au sortir de la Première Guerre mondiale, la plupart des élites allemandes, militaires, administratives, judiciaires, n'acceptaient pas la République de Weimar et souhaitaient un retour à une société plus autoritaire, dans un modèle plus proche de la société de Bismarck. Ces attitudes ont créé un environnement propice à la montée en puissance de différentes organisations marginales, telles que le parti nazi. C'est particulièrement visible dans le soutien tacite que les nazis ont reçu de l'élite allemande. Par exemple, l'élite judiciaire, en 1919 et 1922, 22 assassinats politiques commis par des membres de la gauche ont conduit à 38 condamnations et 10 exécutions, tandis que les 354 assassinats politiques perpétrés par les partis de droite, principalement le parti nazi, n'ont entraîné que 24 condamnations et aucune exécution. D'accord ? Pourquoi les élites étaient opposées à Weimar? Les élites étaient souvent de grands propriétaires terriens. Le fait de rester dans le corridor implique un pouvoir de plus en plus important pris par la société civile, probablement une demande sociale de perte de privilèges économiques, politiques et sociaux des propriétaires terriens. Et évidemment, il devrait mentionner beaucoup plus quand même le traité de Versailles, qui a joué un rôle évidemment fondamental dans la sortie du corridor. Voilà. Et voilà. Alors, des pays qui restent dans le corridor, ben, vous avez l'Angleterre. Par exemple, donc on est confronté, les pays dans le corridor sont confrontés à des défis pour y rester. Si l'État doit assumer de nouvelles responsabilités, la société doit alors devenir plus vigilante pour ne pas quitter le corridor. Comment répondre à ces difficultés? Le cas du rapport Beveridge, rédigé en 1942 par William Beveridge, directeur de la LSI, où j'ai aussi le privilège de sévir. Alors, texte fondamental pour le développement de l'État-providence, expansion significative de la National Insurance, indemnité, chômage, maladie, retraite, gratuité des services médicaux, salaire minimum. Le rapport est très bien accueilli par la société anglaise. James Griffiths, ministre du Travail, à l'une des heures les plus sombres de la guerre, le rapport est tombé comme un don du ciel. Certaines recommandations mises en œuvre pendant la guerre, et entre 1945 et 1948, le Parti travailliste met en œuvre la plupart des recommandations du rapport Beveridge. Alors évidemment, à l'époque, il y avait un autre professeur à la LSI qui est Hayek. Et Hayek avait peur parce qu'il ne partageait pas l'enthousiasme de Beveridge. Il avait peur de la montée d'un État totalitaire. Et en raison, à ses yeux, de la place grandissante occupée par l'administration étatique. Donc il avait peur que la mise en œuvre du rapport Beveridge ne conduise à trop d'États, voyez, et que ça fasse partir vers le Léviathan despotique. Mais en fait, ça a été le contraire. Ça a mis en place des filets de sécurité qui ont préservé le corridor, au lieu de le faire sortir du corridor. Mais Hayek avait cette crainte. Dans son article The Road to Serfdom, même une forte tradition de liberté politique ne constitue aucune garantie si le danger est précisément que de nouvelles institutions et de nouvelles politiques vont progressivement saper et détruire cet esprit. Il avait peur que Beveridge sorte l'Angleterre du corridor, alors que Beveridge a conforté l'Angleterre dans le corridor. Et on revient toujours à cette même idée, sans filet de sécurité sociale, au contraire, on accroît les dangers de sortie du corridor. Voilà, donc, alors, pour Acemoglu et Robinson, Hayek met une question centrale, celle de l'effet Red Queen, la course entre le pouvoir de la société et le pouvoir de l'État. Restreindre l'expansion du pouvoir de l'État n'est pas la seule option à faire dans la société. La société peut également augmenter son propre pouvoir
en construisant par exemple des contre-pouvoirs à la puissance de l'État. C'est cette seconde option qui a été choisie par la société britannique après-guerre et lui a permis d'accroître aussi bien le pouvoir de l'État que de la société. Voilà. Alors l'autre exemple, c'est le co-trade suédois, montée de l'État social-démocrate en Suède à travers la coalition rouge-verte, aussi connue sous le nom de co-trade. Suite à la crise des années 30, formation d'une nouvelle coalition réunissant initialement des ouvriers et des agriculteurs, ayant pour objectif simultané de renforcer les capacités de l'État, mais de renforcer également le contrôle de la société sur l'État. La plateforme du Swedish Workers' Party, lors des élections de 1932, le parti n'a pas pour objectif de soutenir et d'aider une classe ouvrière aux dépens des autres. Elle ne distingue pas son travail pour l'avenir entre la classe ouvrière industrielle et la classe agricole, entre les travailleurs des mains et les travailleurs du cerveau. Élargissement de la coalition social-démocrate en 1938, conduisant à un État-providence plus développé, à des salaires plus élevés, aussi à des relations de travail plus coopératives et moins de grèves. Ce modèle a continué à se développer après la Seconde Guerre mondiale. Implication, les défis auxquels nos sociétés font aujourd'hui face, inégalité, chômage, ralentissement de la croissance, demandent que l'État développe des capacités supplémentaires, assume de nouvelles responsabilités, la flexec, la formation, etc. Mais seulement si nous pouvons trouver des nouveaux moyens de le garder enchaîné, de mobiliser la société et de protéger nos libertés. Équilibre des pouvoirs, c'est très important. Nouvelle coalition, maintien et renforcement de la confiance dans les institutions. Donc ça, voilà, c'est un peu la vision qui est développée par ce livre sur les corridors, mais qui, à mon avis, me paraît d'une extraordinaire actualité. Alors je reprendrai la semaine prochaine avec les juges, et après je passerai des juges à l'histoire de l'État et à la démocratie. Merci beaucoup.